Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être présents pour cette conférence. Avant tout, vous voyez qu'il y a Carole qui m'accompagne pour organiser ces conférences. Donc, avant de commencer, je vais te laisser juste te présenter, Carole. Oui, je fais un peu le service après-vente du coup. Donc, je suis Carole et donc je viens de créer le réseau des bourgeons, dont l'objectif est à la fois de rendre visibles et accessibles tous les événements durables et engagés qui existent autour de nous et qui ont lieu en ligne aussi, et en même temps de valoriser des personnes qui animent ces événements, qui ont des projets durables, des entreprises durables, des initiatives aussi. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai le plaisir d'accompagner François sur l'animation de ces webconférences. Et il ne me reste plus qu'à te repasser la parole et puis on se retrouve à la fin pour la session questions-réponses. Merci beaucoup. Donc, on va parler ce soir de la crise climatique, donc de transition énergie-climat, qui intègre des éléments d'actualité, notamment la crise sanitaire que l'on vit actuellement, la crise économique. Et voilà comment ça va se dérouler. La conférence va durer à peu près 1h15, 1h20, et ensuite je répondrai à vos questions durant les 20 minutes restantes. Donc pour les questions, vous avez un chat intégré dans Zoom. Donc vous pouvez noter vos questions. Carole me les transmettra ensuite à l'oral pour que je puisse y répondre. Et pour faciliter maximum la fluidité de la conférence, je vous demanderai s'il vous plaît de garder vos micros coupés. On va commencer. Donc, anticiper la crise climatique. Et finalement, une crise, c'est quoi? Alors actuellement, on connaît la crise sanitaire, qui est le Covid-19. Il y a une crise un peu plus importante, qui est la récession économique qui va s'en suivre, et qui a aussi d'autres aspects, on le verra tout à l'heure. Puis il y a des crises encore plus importantes qui nous attendent, comme le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité. Le point commun entre ces différentes crises, c'est leur aspect systémique. Alors pourquoi systémique? C'est qu'on vit en fait dans un monde complexe, et au monde complexe, quand il y a des enjeux complexes, des crises complexes, les réponses sont complexes. Donc il est nécessaire d'avoir une vision systémique, c'est-à-dire analyser le problème dans sa globalité pour espérer répondre à une telle crise. Et la crise climatique, c'est une crise systémique qui va s'appliquer à l'ensemble du système Terre. Donc, ça nécessite de prendre en compte des interactions comme la physique, la chimie, l'environnement, l'humain, l'énergie, le vivant, l'économie, la finance et bien d'autres aspects encore. Et comme toute crise complexe, il est nécessaire de bien cerner le problème dans sa globalité avant d'en trouver les solutions. Et justement, quel est le problème? Le problème, pour faire simple, pour simplifier le sujet, il peut se résumer en 4 éléments de pression que l'on met sur le système Terre. Le premier étant l'impact de l'humain sur la planète, le deuxième étant le changement climatique, le troisième étant la perte de biodiversité, et le quatrième étant la surprise. La surprise, ça veut dire que jusque-là, on avait un comportement linéaire, prévisible, contrôlable des écosystèmes, et en fait, du fait de ces différentes pressions qui s'exercent, ils basculent rapidement dans des états qui sont incontrôlables et irréversibles. Et on va attaquer par le premier élément de pression, qui est l'impact de l'homme. Pour bien comprendre, on va s'intéresser à l'énergie. Pourquoi on s'intéresse à l'énergie? Parce que c'est la base de tout, y compris du développement de nos civilisations. Pour simplifier, l'énergie, c'est une quantité de mouvement. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de mouvement. À l'origine, quand nous étions chasseurs-cueilleurs, nous avions besoin de nourriture qui était notre source d'énergie pour pouvoir se mouvoir, pouvoir effectuer des tâches, etc. Et puis, au fil des ans, on a découvert d'autres types d'énergie plus efficientes, comme le vent, l'eau, le feu, qui permettaient de faire… Donc, on a construit des machines qui utilisaient ces 6 énergies-là pour faire des tâches plus complexes dans des temps plus réduits. Et puis, il y a un peu plus de 150 ans, on a découvert d'autres types d'énergie qui sont encore plus efficientes, le charbon, le pétrole, donc les énergies fossiles, et on a développé des machines qui sont capables d'absorber ces énergies pour faire des tâches encore plus complexes en étant encore plus réduits. L'enjeu, c'est que la population augmente fortement, donc on était en dessous du milliard jusqu'à il y a 150 ans, on est resté en dessous d'un milliard depuis le début de l'apparition de l'humain sur la Terre, et en 150 ans, on est passé d'1 milliard à plus de 7 milliards. On est nombreux. Comme on a vu, on consomme de l'énergie et de fait, la consommation d'énergie globale augmente. Elle augmente fortement. Et 80% de cette énergie que l'on consomme est d'origine fossile.
L'enjeu avec les énergies fossiles, c'est que ce sont celles qui rejettent le plus de gaz à effet de serre. Là, ce que vous avez sur ce graphique, c'est les émissions de gaz à effet de serre en fonction du type d'énergie. En orange, les énergies fossiles, on voit qu'elles sont fortement émettrices. Et en bleu, d'autres types d'énergie qui sont beaucoup moins émettrices, comme l'hydroélectricité, le nucléaire, le photovoltaïque, le solaire, etc. Conséquence, les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Et elles augmentent fortement. Pour vous donner un ordre d'idée, pour vous mettre en perspective ces données, ici, c'est les cycles du carbone naturel, des gaz à effet de serre naturels qui sont présents dans l'atmosphère depuis les 800 000 dernières années. Donc ça, c'est les cycles naturels. Et ici, le surplus, c'est nous qu'on a produit en 150 ans. Et on va voir que ça a un impact qui est considérable. Avant ça, on va comprendre ce qu'est l'effet de serre. L'effet de serre, comment ça se passe? Les rayons du soleil, ils arrivent sur la Terre, ils sont en partie absorbés par le sol. Et le sol, il va réémettre cette énergie sous forme d'infrarouge. Ensuite, il y a des gaz à effet de serre qui sont présents naturellement dans l'atmosphère. Et ces gaz à effet de serre vont emprisonner une partie de cette énergie, une partie de ces infrarouges, qui vont maintenir dans l'atmosphère et vont faire que ça va maintenir l'atmosphère à une certaine température. L'effet de serre, en fait, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose qui est bénéfique pour notre planète, puisque sans l'effet de serre naturel, on aurait une température moyenne de moins 18 degrés sur la planète. La donne change un petit peu avec les activités humaines qu'on a développées avec les énergies fossiles il y a un peu plus de 150 ans. En fait, en émettant des gaz à effet de serre par nos systèmes d'industrie, transport, etc., par nos activités, on va émettre des gaz à effet de serre supplémentaires. Donc, on va créer un effet de serre additionnel qui va emmagasiner d'autant plus d'énergie dans l'atmosphère et donc qui va réchauffer d'autant plus l'atmosphère. Ce phénomène de changement, en fait, il n'est pas sans conséquence et on va le voir par la suite. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le bilan énergétique sur Terre, il va se déséquilibrer. Le bilan énergétique, c'est la somme des éléments qui vont faire que soit on va refroidir le climat, soit on va le réchauffer. En l'occurrence, généralement, ce qui va le réchauffer, c'est ce qu'on va appeler l'effet de serre, et ce qui va le refroidir, ce qu'on va appeler les aérosols. Et on voit que l'effet de serre prend largement le pas sur les aérosols, donc on a un budget énergétique qui est positif actuellement sur la Terre. Conséquence, le réchauffement s'accélère. Et aujourd'hui, on a atteint des niveaux de réchauffement qu'on n'a pas vus depuis que l'homme s'est sédentarisé. Et au-delà du réchauffement, c'est plus globalement le développement humain qui explose, donc la population, le PIB, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, etc. Et tout ça, ça va avoir un impact sur le système Terre qui va réagir en conséquence. On voit que c'est exactement le même phénomène qui se passe parallèlement, c'est-à-dire qu'on a augmentation des gaz à effet de serre, on a acidification de l'océan, augmentation des températures de l'océan, on a diminution de la forêt tropicale, recul de la biodiversité, etc. On va détailler un peu tout ça juste après. Avant ça, on va parler du deuxième élément de pression, qui est l'effondrement de la biodiversité. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a perdu 80% des insectes en Europe en 30 ans. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi avec le débat des néonicotinoïdes dernièrement, ça fait partie des éléments qui ont drastiquement réduit le nombre d'insectes en Europe. Et puis, on est à peu près sur les mêmes niveaux de baisse dans le monde entier. Conséquence, on a perdu 25% de nos oiseaux en 30 ans en Europe. Et en France, c'est une baisse qui est encore plus forte. On a perdu 30% de nos oiseaux sur 15 ans. Au niveau des océans, en 2010, on avait déjà perdu 30% des populations de poissons dans les océans. Et l'ONU a prévenu que si on ne faisait rien, en 2050, il n'y aurait plus de poissons dans les océans. Autre élément aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu 68% de nos vertébrés en 40 ans. 50 ans, pardon. Autant pour moi. Et pour donner un ordre d'idée, pour mettre en perspective un peu la population d'animaux sauvages dans le monde actuellement, 30% des oiseaux sont sauvages. Les 70% restants, ce sont des poules et des oiseaux d'élevage. Idem pour les mammifères, si on fait le même rapprochement, 4% des mammifères seulement sont sauvages, 60% sont des animaux d'élevage et les 36% restants sont des humains. Donc on voit qu'il y a une baisse drastique de la biodiversité et on va voir aussi un peu plus tard que ce n'est pas sans conséquence. Et puis, troisième élément de pression, le changement climatique.
Pour bien comprendre les enjeux liés au changement climatique, il faut déjà comprendre la différence entre climat et météo. Je prends l'exemple, surtout en cette période, on a des différences de température en une journée qui sont assez conséquentes. Il peut geler le matin et puis l'après-midi, il peut faire 15-16 degrés. Et on peut observer des écarts encore bien plus importants dans certaines zones de la Terre. On peut avoir jusqu'à 30 ou 40 degrés de différence en une journée. Et finalement, les animaux, les plantes, notre organisme réagit plutôt bien à ces différentes températures. Ça ne nous pose pas de problème particulier. Mais en ce qui est du climat, c'est une toute autre histoire. Ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui. On avait des climats tempérés au centre, des climats plutôt chauds au sud, et puis des climats plutôt polaires au nord. Et si on reprend il y a 20 000 ans, voilà comment était l'Europe. On avait des climats polaires qui descendaient jusqu'en Méditerranée. On avait un immense glacier qui faisait une calotte glaciaire de 3 km d'épaisseur sur les îles, sur la Scandinavie. Avec lui et puis son cousin qui était situé sur le Canada, faisait que les océans étaient 120 mètres plus bas par rapport à aujourd'hui. Ce qui fait que, par exemple, vous pouviez aller à pied jusqu'en Angleterre, étant donné que le point le plus bas au niveau de la Manche est de 114 mètres. Et entre ces deux cartes, le climat s'est réchauffé, et il s'est réchauffé de 5 degrés. Donc on voit que 5 degrés, ce n'est pas anodin pour le climat, il y a une différence qui est énorme. Et finalement, un climat, c'est quoi? C'est la capacité à faire vivre un écosystème dans une période et un lieu donné. Et en Europe, le climat d'il y a 20 000 ans permettait de faire vivre 100 000 personnes, quand aujourd'hui, il permet d'en faire vivre 750 millions. Donc 5 degrés, ce n'est pas anodin, même 1 ou 2 degrés, et ce n'est pas anodin. Et les pays s'en sont rendus compte, ils se réunissent régulièrement sous la forme de COP. Et lors d'une des COP, qui était la COP 21, qui s'est déroulée à Paris, ils ont défini ensemble, conjointement, ce qu'on appelle les accords de Paris en 2015. L'objectif de ces accords était de contenir l'élévation des températures à la fin du siècle à 1,5 degré, en tout cas nettement en dessous de 2 degrés. Alors pourquoi cette distinction 1,5 degré de degré? Tout simplement parce qu'à 1,5 degré, il y a plusieurs conséquences au niveau des coraux. À 1,5 degré, c'est 70% des coraux qui meurent. Et à 2 degrés, il y a quasiment plus de coraux sur l'ensemble de la Terre. L'enjeu avec les coraux, c'est que ça sert de protection naturelle pour de nombreuses îles contre la submersion et puis les événements climatiques. Les coraux abritent aujourd'hui un quart de la vie marine et c'est des sources de nourriture pour 1,5 milliard d'humains. Pourquoi 1,5 degré aussi? C'est tout simplement parce qu'à 1,5 degré, la moitié de l'habitat des insectes risque d'être détruite. Or, à 2 degrés, c'est 2 fois plus probable. Et les insectes ont un rôle clé dans la pollinisation et dans la chaîne de la biodiversité. Également, sur la montée des océans, entre 1,5 degré et 2 degrés, vous avez à minima plus 1 mètre d'écart sur la hausse du niveau des mers. Et puis, plus généralement, on va observer une intensification et une fréquence plus importante de tout ce qui est sécheresse, tempête, canicule, inondation, événements météorologiques extrêmes, incendies, etc. Donc on voit que 1,5 degré, 2 degrés, c'est déjà pas anodin comme limite. Et malheureusement, il y a un accord de l'ONU qui est sorti, un rapport de l'ONU qui est sorti en 2019. Et en fait, les simulations qu'on fait sont de plus en plus précises, on a de plus en plus de données, on intègre de plus en plus d'éléments dans nos simulations. Et le rapport de l'ONU en 2019 dit finalement, si on respecte les accords de Paris, on ne va pas limiter la température à 2 degrés, mais ce sera plutôt à 3 degrés en 2100. Et pour l'instant, l'ensemble des États, dont la France, ne les respectent pas. Aujourd'hui, on est plutôt à 50% d'émissions en plus que ce qu'il faudrait, tel que c'est défini dans l'accord de Paris. Qu'est-ce que ça donne pour 2100? On va le voir juste après. En 2019, on avait déjà une augmentation de la température de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Le GIEC a fait donc plusieurs scénarios en fonction de l'évolution de nos sociétés. Et ces scénarios, qu'est-ce qu'ils disent? Déjà en 2040, on voit que 2040-2050, il n'y a pas de changement entre les scénarios. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on va atteindre 2 degrés en 2040-2050. Alors pourquoi, quoi qu'il arrive? Tout simplement parce qu'il y a une inertie entre le moment où on va émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le moment où le climat va avoir un impact. Il y a à peu près 20-30 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, on subit les conséquences des émissions qui ont été émises en 1990-2000 et aujourd'hui, on est en train de régir le climat des années 2040-2050.
Et c'est aussi un gros enjeu d'un point de vue politique public, puisque si aujourd'hui on prend des décisions fortes et qu'on change notre manière de fonctionner, on ne verra que les résultats dans 20 ou 30 ans. Et qu'est-ce que ça donne à la fin du siècle? Soit on ne fait rien et on se retrouve sur un scénario à plus 6 degrés, et à ce moment-là, c'est la plupart des espèces vivantes qui seront éradiquées de la planète. Soit on poursuit les engagements des accords de Paris et on serait plutôt sur un scénario à plus 4 degrés. Et on va voir après que c'est des guerres et famines généralisées. Et il y a un autre scénario, celui que je privilégie, qui est de changer radicalement. Et ce scénario-là nous permettrait de maintenir la hausse de température à 2 degrés, ce qui resterait un niveau gérable. Ça sera compliqué, mais ce sera gérable. Et puis, on n'a pas parlé encore de la surprise, qui est le quatrième élément de pression. La surprise, elle vient du fait que, vous avez vu sur le graphique précédent, on part du principe que le climat évolue de manière linéaire, c'est-à-dire il va y avoir tant de gaz à effet de serre, il va y avoir une augmentation de tant de la température. En réalité, le climat n'évolue pas de manière linéaire, il évolue de manière complexe. Il y a ce qu'on appelle des points de bascule du système climatique. Ces points de bascule, il y en a une quinzaine qui est identifiée. Ces points de bascule se déclenchant certains entre 1 et 3 degrés de réchauffement, d'autres entre 3 et 5, et d'autres encore au-delà de 5 degrés. L'enjeu avec ces points de bascule, c'est qu'ils ont tous la capacité d'accélérer encore le réchauffement de la planète. Et autre point par rapport à ces points de bascule, c'est que chaque point de bascule a le potentiel de déclencher tous les autres. Donc le risque avec ces points de bascule, c'est que ça fasse effet boule de neige et que ça emballe le climat. Ici sur la carte, il y en a 9 qui sont représentés. Alors dans les 9, je ne vais pas tous vous les citer, mais pour donner quelques exemples, on retrouve la fonte des calottes glaciaires au niveau du Groenland, de l'Antarctique, on retrouve la perte de la forêt amazonienne, on retrouve les récifs coralliens au niveau de la grande barrière de corail, on retrouve le permafrost, etc. Et en fait, ces 9 points de bascule qui sont identifiés sur cette carte, ce sont 9 points de bascule qui, à ce jour, se sont déjà déclenchés. Donc, c'est quelque chose qui est très surveillé par les scientifiques, puisque dans les scénarios du GIEC tels que je vous ai présentés précédemment, ces points de bascule ne sont pas pris en compte. C'est le moment de faire une petite pause sur des questions qu'on se pose souvent sur le changement climatique. Première question, c'est est-ce qu'il reste du temps avant que le climat ne se dérègle totalement? Alors la réponse, c'est non. Ici, vous avez donc les émissions de gaz à effet de serre depuis le début de l'ère industrielle. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, entre le début des émissions et 1990, on a émis moins qu'entre 1990 et 2019. Autrement dit, la première COP a été créée en 90, c'est là où il y a eu le premier rapport qui montrait les impacts du changement climatique. Ça veut dire qu'on a causé plus de tort au système climatique après les avertissements scientifiques qu'avant. Ça veut dire aussi qu'on subit aujourd'hui les émissions de 1990, sachant qu'on a émis autant depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui que depuis tout le début des émissions jusqu'à 1990. Qu'est-ce qu'il en sera du climat de 2050? Donc, on voit bien que là, l'aspect inertie du système climatique, c'est quelque chose de clé et qu'il est vraiment nécessaire que l'on agisse au plus vite. Deuxième élément de réponse, c'est que, et ça rejoint un peu le graphique précédent, c'est que si on émet, par exemple, pendant 50 ans des gaz à effet de serre, 100 ou 50 100 ans, il va falloir 100 à 300 ans pour que la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère se stabilise. Il va falloir plusieurs siècles pour que les températures se stabilisent. Il va falloir plusieurs millénaires pour que le niveau des océans se stabilise. Donc, on voit que finalement, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas anodin, ça aura des impacts pendant plusieurs millénaires sur la planète Terre. Autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu déjà des changements climatiques dans le passé? Alors, la réponse, c'est oui, bien sûr. Ça, c'est la carte, c'est l'évolution des températures sur la planète Terre depuis les 500 dernières millions d'années. Alors, à faire attention au niveau de l'échelle. L'échelle n'est pas la même tout au long du graphique. Au début, on est en centaines de millions d'années, puis en dizaines de millions d'années, puis en millions d'années, puis en centaines de milliers d'années, etc. Au début, dans la partie la plus importante, on voit qu'il y a des gros mouvements. Il y a eu des réchauffements, mais ces réchauffements-là se sont faits sur 100 millions d'années. Donc, c'est des réchauffements, il y avait une grosse différence, des gros écarts de température, mais c'est sur des grandes échelles de temps. Puis, il y avait des phénomènes un peu particuliers, il y avait du volcanisme très actif, il y a eu une petite météorite qui nous est tombée dessus à un moment donné, enfin, en tout cas, pas sur nous, mais sur les dinosaures.
mauvais endroit, mauvais moment, comme on dit. Et puis, on se rapproche, et à peu près 2-3 millions d'années, nos premiers ancêtres sont apparus. Et puis, dans la période qui a suivi, dans ce qu'on appelle le Pléistocène, on voit qu'il y a à nouveau eu des changements climatiques assez importants. Mais en réalité, ces changements-là, ces réchauffements se sont faits sur 20 à 30 000 ans, donc sur des échelles de temps qui sont relativement conséquentes. Et puis, on voit qu'il y a à peu près 10 000 ans, il y a eu une stabilisation du climat. Cette stabilisation, c'est elle qui a permis à l'humain de développer l'agriculture. C'est parce que le climat s'est stabilisé qu'on a pu faire de l'agriculture. Et cette agriculture a permis de développer nos civilisations. L'agriculture, pour donner un ordre d'idée, il y a eu un bond en termes de population humaine à ce moment-là. Sur la planète Terre, si je me souviens bien, on était entre 400 et 600 000 individus. Et le fait de s'être sédentarisé et d'avoir pu maîtriser l'agriculture, on a pu développer des civilisations plus grandes qui nous ont permis de monter à 4 à 6 millions d'individus sur la Terre. Et puis, tout à la fin du graphique, on voit un réchauffement qui est hyper important. On voit 2050-2100, les projections. Et en fait, c'est un réchauffement qui se fait sur 100 ans. Et ce réchauffement-là est beaucoup trop rapide par rapport à la possibilité, aux évolutions des végétaux et des animaux. Pour vous donner un autre ordre d'idée, ça c'est sur les 65 dernières millions d'années. C'est pour vous donner vraiment un rapprochement en termes de climat. Donc, on voit toujours notre dernière période, tout à la fin du graphique, notre dernière période à peu près stable, et on voit les différents scénarios du GIEC. Et sur les scénarios pessimistes, sur lesquels on est aujourd'hui en termes de trajectoire, on retrouverait un climat d'il y a à peu près 45 à 50 millions d'années. Autant dire qu'aucun être vivant sur la Terre aujourd'hui n'a connu ce type de climat. Ça, c'était pour resituer l'arrivée de nos ancêtres et l'agriculture, notre sédentarisation. On reprend. Quelles sont les conséquences de nos activités? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, première conséquence sur laquelle je vais passer rapidement, parce qu'on en parle beaucoup dans tout ce qui est les médias, les journaux, etc., c'est la pollution au plastique qui ont des impacts sur les écosystèmes, la biodiversité et aussi sur notre santé, parce que finalement, ces plastiques se dégradent en microplastiques et se retrouvent dans nos assiettes. On ne sait pas encore trop quelles conséquences ça a sur nous. Un autre aspect, c'est la destruction des forêts qui sont puits de carbone et sources de biodiversité. Cette destruction des forêts, elle est liée notamment aux besoins de l'agriculture intensive, je préciserai. Donc ces forêts, elles ont un rôle clé. Elles ont un rôle clé à deux niveaux. Tout d'abord, du fait de la biodiversité qu'elles renferment, mais aussi parce que c'est un des deux poumons de la planète. Alors pourquoi un des deux poumons? C'est parce que via la photosynthèse des végétaux, elles vont absorber le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et vont rejeter de l'oxygène. Et elles nous fournissent 50% de l'oxygène atmosphérique. Le problème, c'est qu'avec les dégradations qu'on leur fait subir, donc c'est-à-dire déforestation, et puis les éléments indirects liés au changement climatique, sécheresse, feux de forêt, parasites, ces forêts se dégradent et ne deviennent plus des puits de carbone, deviennent neutres, voire émettrices de dioxyde de carbone. Donc on voit que du coup, ça a tendance à amplifier le réchauffement, ou en tout cas de limiter l'impact du phénomène de puits de carbone. Et puis, donc ça, c'est notre premier poumon. Le deuxième poumon, ce sont les océans. Ça fonctionne de la même manière que les forêts, c'est de la photosynthèse, mais c'est de la photosynthèse qui se fait via du phytoplancton qui est présent sur l'ensemble de la surface des océans. Et ce phytoplancton, de la même manière que les végétaux dans les forêts, va absorber le dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère et va réémettre de l'oxygène. Et ils nous fournissent à nouveau les 50% d'oxygène restant qui est présent dans l'atmosphère. Et puis, les océans ont un rôle clé puisqu'ils absorbent à eux 93% de la chaleur liée à l'effet de serre. Ils emmagasinent 93% de l'énergie. Le truc, c'est qu'avec nos émissions supplémentaires et puis nos produits chimiques, on va augmenter la température de l'atmosphère, les océans vont absorber plus d'énergie. Et quelles vont être les conséquences de cela? C'est que les océans se réchauffent, forcément. Ils s'acidifient, c'est-à-dire que leur pH diminue. Plus ils vont absorber du dioxyde de carbone, plus ils vont s'acidifier. Et puis, ils vont s'anoxifier, c'est-à-dire qu'il y a une perte de teneur en oxygène. C'est le phénomène d'anoxification. Les conséquences, elles sont importantes. C'est tout d'abord que les océans, du coup, on diminue leur capacité d'absorption de CO2. Ça détruit tout ce qui est à base de calcaire. Donc, on parle de coraux, de mollusques, d'algues calcaires.
En fait, en s'acidifiant, le calcaire n'aime pas du tout l'acidité. Et en fait, en acidifiant, on crée des problèmes de formation. Et je prends l'exemple aussi du crabe dormeur qu'on voit en photo ici, c'est le crabe dormeur du Pacifique. Et en fait, ce crabe-là, aujourd'hui, rencontre de gros problèmes dans le sens où l'océan Pacifique s'est fortement acidifié. Et du coup, les carapaces de ces crabes-là ne se forment plus correctement. Et du coup, il y a des réductions drastiques du nombre de la population chez ces crabes. Et puis, sur la partie anoxification, on observe des zones mortes. Il y en a plus de 400 qui ont été recensées à ce jour, qui représentent à peu près une surface équivalente à la taille de l'Europe. Donc, des zones mortes, c'est des zones qui sont anoxifiées, qui ne contiennent plus d'oxygène. Donc, il n'y a plus de possibilité de vie dans ces espaces-là. Et pour vous donner deux exemples, entre autres, de zones anoxifiées, de zones mortes, il y en a une dans la mer Baltique entre la Suède et l'Europe de l'Est, et puis il y en a une autre le long des côtes nord-est américaines, donc à côté de l'État du Washington et de l'Oregon. Et on disait tout à l'heure que le climat n'évoluait pas de façon linéaire. Effectivement, il y a des disparités importantes. Si le climat évoluait de façon linéaire, ça voudrait dire que si le climat se réchauffe de 2 degrés, l'ensemble de la planète va se réchauffer de 2 degrés. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a des fortes disparités. Et on voit d'ailleurs sur les scénarios qu'au niveau des pôles, ça a tendance à se réchauffer plus vite qu'au niveau de l'équateur. Et également, ce changement-là va influer fortement sur le cycle de l'eau. Ça va perturber le cycle de l'eau, c'est-à-dire que les zones sèches aujourd'hui vont avoir tendance à s'assécher et les zones humides vont tendance à s'humidifier. Les zones continentales, globalement, ça sèche, les zones, notamment au niveau des pôles, va s'humidifier. Et c'est lié tout simplement à un phénomène qui est que, comme il fait plus chaud, l'atmosphère est capable de contenir plus de vapeur d'eau. Donc, au niveau des océans, on a plus d'eau disponible. Au niveau des continents, comme il fait plus chaud, il y a une évaporation qui est plus forte et donc un assèchement des sols qui est plus important. Du coup, quelles conséquences, si on revient un peu plus près de chez nous, en Europe, quelles conséquences ça a pour nous? Donc, si on reprend la carte de l'Europe, du climat de l'Europe aujourd'hui, donc on retrouve nos climats tempérés au centre, climat chaud au sud, climat froid au nord. En 2050, qu'est-ce qu'il en sera? En fait, on estime que la température va augmenter de 2 à 2,5 degrés d'ici 2050, ce qui signifie finalement, quand on réchauffe la température, on fait remonter les climats au nord. Et en fait, c'est comme si on faisait remonter les climats de 1000 km au nord. C'est-à-dire que Londres, en 2050, aura probablement le climat de Madrid actuellement. Stockholm, le climat de Budapest actuellement. Donc, c'est vraiment la remontée vers le nord des climats. Et 1000 km, ce n'est pas anodin. Et si on se focalise encore plus près de chez nous, en France, qu'est-ce qu'il en est? Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, pas celui de 2020, mais celui de 2019, on a atteint 46 degrés dans le sud de la France, donc qui est le record absolu en France. En 2050, on estime qu'il pourrait y avoir des pics entre 50 et 55 degrés en France, et la canicule 2003 serait un été normal. Je ne sais pas si vous vous souvenez des conséquences qu'il y avait eu en termes sanitaires et en termes climatiques l'été 2003, mais c'était quelque chose d'assez conséquent. Conséquence de cela également, c'est un manque d'eau. Alors, pour vous montrer un peu comment ça peut évoluer, il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle sécheresse.fr qui reprend plein d'informations sur ce qu'on a en termes scientifiques sur l'évolution de la sécheresse en France. Et je vais vous donner un exemple avec la carte de France ici. C'est un printemps entre 2030 et 2040. Qu'est-ce qu'il en serait? Alors, pourquoi déjà un printemps? Le printemps, tout simplement, c'est une période clé pour le développement des végétaux. C'est la période où ils ont besoin le plus d'eau pour pouvoir se développer. Si vous avez un printemps sec, c'est une baisse drastique des rendements agricoles pour les mois qui suivent et une diminution drastique de la taille ou de la croissance des végétaux. Ici, cette carte, vous avez des zones oranges. Et en fait, les zones oranges représentent des zones où on sera en limitation d'usage de l'eau. Les zones rouges, ce sont des zones en crise où les sols sont extrêmement secs. Et ça veut dire que presque toute l'agriculture, l'industrie et les citoyens ne peuvent plus utiliser l'eau. En fait, l'eau est réservée uniquement pour des usages prioritaires comme l'eau potable et les hôpitaux. Et ça veut dire aussi que les rivières et les forêts sont durablement impactées. Et en noir, ce sont des zones où il y a 10% du territoire qui n'aura déjà plus accès à l'eau potable. Donc, on voit que sur un printemps classique entre 2030 et 2040, c'est quasiment la totalité du pays qui sera en alerte. 10%, 15% en crise et puis 5%, enfin moins de 5% en risque de pénurie en eau. Et si on avance, en 2050-2060, selon les scénarios pessimistes, toujours, enfin dans ce cadre-là en tout cas, on voit que c'est la moitié de la carte qui est en crise, la moitié de la France qui est en crise, la moitié en alerte, et on voit que les territoires en pénurie d'eau potable
augmente. Et si on va encore plus loin, si on ne fait rien, si on ne fait toujours rien, en 2080-2090, c'est la quasi-totalité de la France qui sera en crise au printemps. Ce qui signifie que les forêts, les rivières seront déjà asséchées en début de la saison, qui est censée être une saison propice au développement des végétaux. Et c'est quelque chose qui est déjà d'actualité. Ici, je vous donne deux cartes. La première, c'est la carte d'alerte des usages de l'eau, enfin des restrictions d'usage de l'eau de septembre dernier. Donc, on voit qu'il y a une bonne partie du pays qui est en rouge, donc interdiction d'utiliser l'eau en dehors de l'eau potable et des hôpitaux. Et puis, pas mal de zones oranges où on était en restriction d'eau, enfin jaune-orange en restriction d'eau. Et puis, globalement, j'ai cité un article de Météo France qui disait que l'été 2020 était le plus sec depuis le début des mesures. Et puis, l'augmentation de ces températures et la diminution et le fait qu'il fasse plus sec a des conséquences sur la fonte des glaciers. Donc ici, je vous ai donné 3 exemples. Un en Alaska, un dans le Nord-Amérique, et puis le troisième que vous connaissez, qui est un peu plus près de chez nous, qui est la mer de glace à Chamonix. Donc on voit que le niveau des glaciers a déjà fortement diminué. On va voir quelles conséquences ça a derrière. C'est également la fonte du permafrost. Le permafrost, c'est des terres gelées qui représentent 25% des terres émergées de l'hémisphère nord. Le permafrost, le problème du permafrost, c'est que dans ces terres, donc c'est des terres qui sont gelées, qui contiennent du méthane, du dioxyde de carbone et qui renferment également des virus et des bactéries qui ont parfois plusieurs millions d'années. Le truc, c'est qu'en fondant, le permafrost, il va émettre du dioxyde de carbone, il va émettre du méthane, et donc en fondant, il va amplifier encore le phénomène de réchauffement. Et c'est un des points de bascule qui a été identifié, dont on parlait tout à l'heure. Et puis en même temps, les virus et bactéries vont être à l'air libre et vont pouvoir éventuellement se réactiver. On a déjà des cas qui sont produits, comme la bactérie de l'anthrax qui s'est réactivée suite à la découverte d'une carcasse de renne qui a fondu, enfin où le permafrost a fondu, le permafrost qui l'entourait a fondu, et ça a généré une épidémie chez des rennes et ça a touché une vingtaine de personnes. Et plus récemment encore, il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu des vers de l'ancêtre, enfin on peut dire des ancêtres, mais c'est des vers de terre qui ont été décongelés du permafrost. Et il y en a 2 qui ont réussi à revivre, un qui a 40 000 ans et l'autre qui a 30 000 ans. Donc ça fait 2 les êtres vivants les plus âgés de la planète. Mais c'est à dire si des vers de terre arrivent à revivre après une telle période de mise en glace, les virus et les bactéries, c'est d'autant plus facile. Et donc, c'est aussi un des risques pour notre santé, puisqu'on ne sait pas peu d'êtres vivants ou pas d'êtres vivants sur la Terre ont connu ce genre de bactéries ou ce genre de virus, et on ne sait pas quel type de maladie cela pourrait provoquer. Et puis, c'est la fonte des calottes glaciaires et de la banquise. Alors, la fonte de la banquise, elle a un phénomène qui est lié à ce qu'on appelle l'albédo, donc la capacité de réfléchir l'énergie du soleil au-delà de l'atmosphère terrestre. Donc, en fait, en fondant, on diminue l'albédo et du coup, on augmente la capacité d'absorption de l'énergie solaire. Et puis, les calottes glaciaires, elles ont un autre phénomène au-delà de l'albédo qui est quand elles vont fondre, elles vont augmenter le niveau des mers. Et ces calottes glaciaires, il y en a 2 qui sont particulièrement importantes. Il y a celle qui est située sur le Groenland, qui aurait la capacité de faire monter de plus 7 mètres les océans. C'est un des points de bascule et qui s'est déjà déclenché aujourd'hui. Et puis un deuxième qui est l'Antarctique. Et l'Antarctique dans son ensemble, elle a la capacité de faire monter de 54 mètres le niveau des océans. Et là, on estime, d'après les dernières études, qu'à 2 degrés de réchauffement, c'est à minima 2 mètres d'augmentation du niveau de la mer en 2100, voire en 2050. Ça pourrait être plus rapide que ce qu'on pense si la fonte des calottes glaciaires s'accélère, ce qui semble être le cas. Et 2 mètres, finalement, ça signifie quoi ? Voilà, j'ai pris l'exemple, c'est une carte qui existe que vous pouvez voir sur Internet, où vous pouvez simuler des augmentations du niveau de l'eau. Ça signifie par exemple en Italie, Venise qui est sous les eaux. Ça signifie par exemple qu'une bonne partie des Pays-Bas est également sous les eaux. Et puis si on prend un peu de recul et qu'on regarde au niveau de l'Europe de l'Ouest, ça signifie que globalement, il y a tous les endroits où il y a des plages, elles ont disparu tout simplement parce que la capacité de régénération des littoraux est beaucoup plus lente que la vitesse de montée du niveau des océans. Donc ça veut dire plus de plages et ça veut dire aussi qu'il y a plus de mètres. C'est 15 millions de personnes qui vont devoir migrer en interne de nos pays qui vont devoir être relogées finalement parce que là où ils habitent aujourd'hui vont être des zones touchées par la montée des eaux. Là, on parle de la montée des eaux.
mais on va avoir aussi des problèmes en termes de ressources d'eau potable. On estime qu'en 2050, 40% de la population mondiale souffrira de pénurie d'eau douce et les pays développés ne seront pas épargnés. En France, on est sur un risque assez fort. On estime que 40%, on manquera de 40% d'eau en 2040. Et les États-Unis, notamment les États-Unis, Espagne, Italie, Australie, sont des pays qui sont encore plus touchés. On est plutôt sur des ratios à 60-80%. Tout ça, ça a aussi des conséquences sur la pêche, sur le rendement sur la baisse des rendements de pêche, tout simplement par l'assèchement des rivières, mais aussi par un phénomène de surpêche, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a très peu de zones qui sont vierges dans les océans et on pêche trop vite pour que les populations de poissons puissent se régénérer. Et c'est d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait plus de poissons dans les océans en 2050. C'est une des alertes de l'ONU qui nous dit que si on continue à ce niveau-là de mettre un tel niveau de pression sur les populations de poissons, on n'en aura plus en 2050. Et puis, du fait des crues, des sécheresses, des parasites, de la submersion, des cyclones, d'incendies, perturbations du cycle de l'eau, tout ce qu'on a vu finalement un peu jusque-là, on va avoir une baisse des rendements agricoles. Et c'est quelque chose de clé, parce que finalement, les rendements agricoles, c'est ce qui fournit notre nourriture à tous. Et on estime qu'à chaque degré de réchauffement, on perd 10% de rendement de l'agriculture. Et c'est d'autant plus vrai que les céréales, elles, vont souffrir du changement climatique. Les céréales ont pu se développer parce qu'il y a 10 000 ans, le climat s'est stabilisé. Or là, on a déclenché une dérive climatique qui fait qu'on ne retrouvera pas de climat stable. Il faut partir du principe qu'à partir d'aujourd'hui, le climat ne fera qu'évoluer. Et donc, les céréales, elles, ne font pas partie des plantes qui auront du mal à s'adapter. Or, 75% de notre alimentation dépend de 12 plantes et 6 espèces animales. Et dans ces 12 plantes, on retrouve l'ensemble des céréales. Et pour vous donner quelques exemples, dans l'actualité, la moisson cette année, en tout cas des céréales en France, ça n'a pas été ça, du fait de la sécheresse. Et puis, globalement, il y a des études qui ont été faites comme quoi le changement climatique va affaiblir fortement l'agriculture au sud de l'Europe. Les baisses des rendements agricoles, ça veut dire quoi? En fait, si on prend la baisse des rendements agricoles, en même temps la perte de la biodiversité, et puis en même temps le fait qu'en 2050, on aura besoin du double de nourriture par rapport à aujourd'hui, potentiellement, ça va engendrer des famines. Et au-delà des famines, on a encore d'autres phénomènes qui vont s'accumuler. Il y a le fait qu'il y aura des zones qui seront potentiellement inhabitables. Ici, c'est ce qu'on appelle de la chaleur humide. C'est un seuil, la chaleur, en fait, quand à partir d'une certaine température, par exemple, il fait 30 degrés, 35 degrés l'été, pour pouvoir se maintenir à température, notre corps, va activer certains mécanismes pour pouvoir se refroidir. Ces mécanismes, c'est l'évapotranspiration, c'est le fait qu'en transpirant, on va refroidir le corps. Le problème, c'est que quand cette chaleur-là, il y a un condensé, enfin il y a un cumul entre il fait chaud et un cumul entre il fait très humide, entre le fait que l'atmosphère est saturée en eau. Et en fait, quand on sature en eau, c'est 100% d'humidité. Le problème, c'est que quand on a une température de 30 degrés avec 100% d'humidité, le corps n'a plus la possibilité d'utiliser l'évapotranspiration ou la transpiration pour pouvoir se refroidir. Et il y a un seuil de 35 degrés de chaleur humide, donc c'est-à-dire 35 degrés avec 100% d'humidité, qui est considéré comme létal pour l'homme. Ça veut dire que dans ces conditions-là, ce n'est plus vivable pour l'homme. Et ces conditions-là n'existaient plus sur la Terre depuis plus de 3 millions d'années. Et avec les scénarios de changement climatique, là, c'est sur cette carte-là, c'est en 2100, toutes les zones colorées, ce sont toutes les zones qui auront au moins un jour à ce niveau de seuil létal par an qui sera atteint. Donc ça veut dire que toutes ces zones-là auront au moins un jour où les conditions seront mortelles pour l'homme. Or, ces zones-là, l'enjeu, c'est qu'elles sont situées dans des zones qui sont fort densément peuplées. On voit l'Inde, la Chine notamment, on voit l'Amérique du Sud. Et un autre enjeu, c'est qu'il y a une étude qui est parue le 8 mai dernier, qui, donc à l'origine, on pensait que ces seuils-là, ces seuils de mortels de 35 degrés de température humide, ils allaient être dépassés à minima au moins après 2050, mais en tout cas, on avait encore un peu de temps. Et en fait, il y a une étude qui est parue le 8 mai dernier qui a montré qu'en fait, ce seuil a récemment été dépassé au Pakistan et aux Émirats arabes unis. Alors, pour une durée très limitée et puis dans une zone où il y avait personne, donc il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu de mort par rapport à ça. Mais en tout cas, d'après cette étude-là, en fait, ce seuil-là, il pourrait être régulièrement dépassé avec un réchauffement climatique de moins de 2,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire dès 2050. Donc,
Ça veut dire que ça va générer, donc on a vu les famines, on a vu les zones inhabitables, tout ça va générer potentiellement des mouvements de population. Et puis, si on rajoute également les submersions, si on rajoute les phénomènes météorologiques, les conflits armés, etc., en réalité, il y a des études qui montrent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1,2 milliard de réfugiés climatiques en 2050. Alors, pour vous donner les chiffres, pour donner une perspective de ces chiffres-là, en 2018, tout type de réfugiés confondus, il y avait 25,9 millions de réfugiés dans le monde. Donc 1,2 milliard de réfugiés, ça commence à être difficilement gérable. Et en fait, c'est un peu peut-être ce que vous commencez à ressentir, mais c'est que le fait qu'il y ait moins de ressources en eau, qu'il y ait des famines et puis ces migrations forcées de manière importante va faire qu'il va y avoir une déstabilisation des sociétés potentiellement. Et on considère, il y a des études qui ont été faites, qu'à chaque demi-degré de réchauffement, il y a une hausse de probabilité des conflits armés entre 10 et 20%. Et c'est quelque chose qui a été déjà observé au Moyen-Orient, que le changement climatique engendre des sécheresses, engendre des mauvaises récoltes, engendre de la radicalisation. Et puis les conflits, c'est quelque chose, on pense aujourd'hui, ça fait un moment que nous, on n'a pas vécu, qu'on est dans des périodes entre guillemets de paix en Europe. Mais en réalité, on n'est pas à l'abri d'être à nouveau en conflit dans des situations comme celle-ci, dans le sens où nos sociétés sont complexes, elles ont évolué elles sont complexifiées, on est très dépendants les uns des autres, et il suffit qu'il y ait des enjeux forts du fait qu'il y ait des mauvaises récoltes, etc., où il peut y avoir tout un système qui peut tomber. Et en fait, aujourd'hui, pour vous donner des exemples de pays qui se préparent à des conflits, on peut retrouver la Suède, la Norvège, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, pour donner un exemple, elle a mis un plan de protection citoyenne en place en 2016 qui demande à ce que chaque foyer cumule des réserves pour 2 semaines. Elle a commencé à réimprimer des Deutschmark, pas en vue forcément de sortir de la zone euro, mais en tout cas pour prévaloir dans le cas de l'effondrement de la zone euro. La Suède qui a établi le service militaire, qui a demandé un cumul de vivres pour les foyers de 3 à 4 semaines et qui demande à ce que chaque foyer ait l'équivalent de 2 000 € en liquidité chez soi. Je prends l'exemple de la Chine qui crée des îles artificielles à des fins militaires, ou l'armée suisse qui fait des simulations d'effondrement de la France-Italie. Enfin bref, il y a une vraie préparation au niveau des pays. Et puis, je vais parler aussi d'un rapport qui a été marquant aussi, qui vient directement du Pentagone. Donc, Pentagone, c'est les États-Unis, c'est l'armée américaine. Ils ont une cellule de recherche par rapport à tout ça. Et paradoxalement, avec un des présidents les plus climato-sceptiques qu'on ait jamais vu, le Pentagone a sorti un rapport l'année dernière sur le changement climatique et sur les risques à venir pour les USA vis-à-vis du changement climatique. Et ce rapport-là, il dit en raison du changement climatique, dans les 20-30 années qui arrivent, il pourrait y avoir des blackouts électriques, des maladies, un manque d'eau, la faim, la guerre. Et en fait, cette étude, elle montre qu'il y a un vrai risque d'effondrement de l'armée américaine dans les 2 prochaines décennies. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas pris à la légère par les armées, c'est quelque chose qui est important. Et comme je dis, c'est des risques. On parlait tout à l'heure de risques climatiques. C'est des risques, ça veut dire que ce n'est pas forcément avéré, ça veut dire qu'il faut les anticiper. Et comme on a vu l'inertie qu'il y a, ça nécessite de les anticiper aujourd'hui. En tout cas, rapidement, parce qu'il y a une inertie entre le moment où on va mettre en œuvre les solutions et le moment où on en verra vraiment l'impact. Et puis tout ça, ça va avoir également des impacts sur notre santé. Donc du fait que nos défenses immunitaires vont diminuer à cause de la chaleur, à cause de tous les antibiotiques que l'on consomme volontairement ou pas, du fait que les bactéries vont se reproduire plus rapidement, les virus également, donc ils vont muter plus rapidement. Et puis, d'autres phénomènes qui vont avoir aussi des impacts sur notre santé, comme le manque d'eau potable, les conflits forcément, les réfugiés climatiques, les famines, la fonte du permafrost, comme on parlait tout à l'heure, les parasites, la détérioration de la qualité de l'air. Et globalement, The Lancet a identifié le changement climatique comme étant la plus grande menace mondiale pour la santé au XXIe siècle. Alors, on va parler maintenant d'économie de ressources. C'est encore autre chose par rapport à ce qu'on a vu maintenant. C'est encore un autre aspect. Mais je vous rassure, tout n'est pas noir. On va étudier les solutions juste après. Donc, on va parler maintenant d'économie et de ressources. En effet, la Terre, c'est quelque chose qui a une taille limite. Et en fait, il n'est pas possible, contrairement à ce que certains peuvent dire, qu'on peut croître indéfiniment dans un monde fini. Et ces limites, elles vont se traduire de manière différente. Une des premières limites, des limites physiques liées aux matériaux.
il y a des études qui ont été faites qui montrent que la plupart des matériaux industriels pourraient être épuisés dans les 30 à 60 ans qui arrivent. Donc, parmi ces matériaux, on retrouve les métaux rares, ordinateurs, smartphones, qui servent à la construction des ordinateurs, des smartphones, des batteries. On en retrouve également dans les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Et puis, un autre matériau, matériau industriel qui pourrait être épuisé, c'est le sable, qui est utilisé notamment pour le béton. Et autre phénomène aussi par rapport à ces matériaux, c'est qu'aujourd'hui, 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources. Or, les pays en voie de développement ayant tendance forcément à se développer sont de plus en plus demandeurs de ces ressources, donc mettent une pression encore plus importante sur ces ressources. C'est aussi des limites géopolitiques. Il y a des fortes inégalités et en fait, elles se traduisent assez simplement. Vous avez deux cartes, une carte bleue, où c'est le PIB par habitant qui est représenté, donc la richesse des pays, et une carte orange-rouge qui représente la vulnérabilité des pays face aux risques climatiques. Ce qu'on peut voir sur la carte bleue, donc les pays les plus foncés, ce sont les pays les plus riches, les pays les plus clairs, les plus pauvres. Et sur la carte d'à côté, les pays les plus clairs sont les pays qui sont le moins exposés aux risques climatiques, et les pays les plus foncés sont ceux qui sont le plus exposés aux risques climatiques. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? C'est que les pays les plus riches sont ceux qui sont le moins exposés aux risques climatiques. Autrement dit, ce sont les pays qui participent le moins au changement climatique qui en subissent le plus les conséquences. Et en fait, ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte quand on parle de transition à l'échelle internationale. Il y a des vrais enjeux politiques, tout simplement, notamment, je pense à la Chine ou l'Inde. Alors maintenant, ça commence à changer, j'en parlerai juste après, mais où les pays sont en attente des pays développés qu'il y ait un changement. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le changement climatique a été généré, enfin les pays développés en sont responsables et que c'est eux qui doivent changer leur mode de fonctionnement en premier avant que les autres s'y mettent. Alors, ça a un petit peu changé. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'était en septembre où la Chine a annoncé un plan où il disait voilà, on veut atteindre la neutralité carbone en 2060. Et plus récemment, il y a le Japon qui a suivi également. Et puis l'Union européenne qui est en train de définir un plan climat en ce sens-là. Alors après, autant sur l'Union européenne, le Japon, j'ai un peu plus de doutes, autant sur la Chine, généralement, quand la Chine dit quelque chose, elle a tendance à suivre ce qu'elle dit. Donc, ça serait plutôt une bonne nouvelle, mais à suivre. On va parler d'économie. Alors, je vous rassure, on ne va pas faire de mathématiques, mais on va quand même traiter de l'équation de Kaya. L'équation de Kaya, du nom d'un économiste japonais, Toshi Kaya, qui s'est penché sur, finalement, les émissions de gaz à effet de serre mondiales, elles viennent de quoi? Et ce qu'il en a déduit, c'est que ces émissions de gaz à effet de serre, elles viennent de 4 facteurs. Elles viennent de la population, donc c'est un facteur démographique. Elle vient de la production par personne, ou le PIB par habitant, autrement dit la richesse des pays. Elle provient de l'intensité énergétique de l'économie, c'est-à-dire ça dépend de l'évolution de la technologie, c'est-à-dire comment on est capable de faire des bâtiments qui consomment moins, des ampoules qui consomment moins, etc. Et puis le dernier point, c'est le contenu en gaz à effet de serre de l'énergie, c'est-à-dire comment on est capable de faire de l'énergie qui est le moins carbonée possible. Si on reprend notre objectif de limiter à 2 degrés le changement climatique en 2100, ça signifierait de diviser par 3 nos émissions de gaz à effet de serre mondiales en 2050. Ici, on est sur une équation, donc ça veut dire que si on divise par 3 d'un côté, il faut diviser par 3 de l'autre. Alors, première question, c'est est-ce qu'on divise le premier terme par 3, la population? Alors là-dessus, on va traiter un peu le sujet. C'est qu'il y a plusieurs idées qui sortent comme pour diviser, il faudrait maîtriser la natalité dans les pays émergents. Alors, je vais vous donner un exemple entre la France et le Niger, où en France, on a une moyenne de 1,84 enfants par femme. En tout cas, c'est les estimations 2020. Au Niger, les estimations 2020 donnent 6,74 enfants par femme. Donc, on a un taux de natalité qui est à peu près 3,7 fois plus important au Niger qu'en France. Or, si on prend l'empreinte carbone d'un Français par rapport à l'empreinte carbone d'un Nigérien, en France, on est sur 11,5 tonnes équivalent CO2 par an. Quand un Nigérien, c'est 0,1 tonne. Donc, on a un rapport 110. Donc, ça veut dire qu'un Français, lui, émet comme 110 Nigériens. Donc, de dire que maîtriser les natalités dans les pays émergents serait une solution pour réduire les gaz à effet de serre, c'est une fausse excuse, ça n'a pas de sens. Et en fait, les émissions de gaz à effet de serre, c'est plutôt un problème de riches. Ici, c'est un graphique qui est sorti d'un rapport de l'Oxfam. Et en fait, il montre que 10% des populations les plus riches émettent 50% des gaz à effet de serre mondiaux, quand 50% de la population les plus pauvres n'émettent que 10% des émissions totales.
Et dans ces 10% les plus riches, on retrouve la quasi-totalité des Français. Nous, on en fait partie. Donc, de dire que, enfin voilà, c'est notre responsabilité, nous, en tant que pays développé, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, une autre idée reçue qu'on entend souvent, c'est ouais, mais du coup, il faudrait qu'on réduise la natalité, mais à tout niveau. Alors, j'ai fait une simulation sur le simulateur de l'INED, qui est en mode, c'est l'INED, c'est un très bon site où vous pouvez voir l'évolution démographique mondiale ou par pays. Et il vous permet de simuler en fonction du nombre de naissances par femme, de nombre d'enfants par femme, il vous permet de simuler l'évolution de la démographie. Donc moi, j'ai fait une simulation. J'ai dit, ben voilà, si à partir d'aujourd'hui, on arrête tout, on ne fait plus d'enfants dans le monde entier simultanément, en réalité, on diminue de 36% la population mondiale en 2050. Ça veut dire qu'on la divise par 1,5. Alors déjà, ça pose de gros problèmes démographiques. Ça veut dire qu'on a une population qui est survieillissante. Ça veut dire qu'il n'y a plus de naissance. Ça veut dire qu'on signe aussi l'arrêt de mort volontaire de l'humanité. Et puis, comme je dis, ça divise par 1,5% la population en 2050, ce qui est pas suffisant pour diviser par 3 la population d'ici 2050. Donc, diviser par 3 la population, à moins qu'il y ait vraiment des guerres nucléaires ou des grandes pandémies mortelles, ce qui ne serait pas bon, forcément bon pour nous et pas forcément très drôle, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance à multiplier par 1,3 la population d'ici 2050, d'après les dernières estimations. Alors du coup, si on multiplie par 1,3 le premier facteur, ça voudrait dire qu'il faudrait diviser par 4 le deuxième facteur, donc rentrer en récession, ça veut dire diviser par 4 notre niveau de vie. Bon, on y reviendra après, je ne vais pas le traiter tout de suite. Troisième facteur, si on le divise par 4, en tout cas, aujourd'hui, les estimations font que on serait plutôt par une multiplication de 2,2 du PIB par habitant en 2050. Donc, si on multiplie par 1,3 le premier facteur, par 2,2 le deuxième facteur, ça voudrait dire qu'il faudrait diviser par 10 le troisième facteur qui est l'intensité énergétique de l'économie. C'est-à-dire de faire des bâtiments qui consomment 10 fois moins, des transports qui consomment 10 fois moins, etc. Qu'en est-il ? Ça, c'est les politiques environnementales, le nombre de brevets déposés sur les technologies environnementales. Et on voit qu'elles ont explosé depuis les années 1960. C'est quelque chose qui a explosé. Il y a toujours eu plus de brevets sur les technologies, sur l'environnement. Et puis, si on s'intéresse aux investissements pour l'environnement, si on regarde le graphique de gauche, c'est l'évolution du budget du ministère de l'Environnement. On voit qu'il a fait qu'augmenter, puis augmenter fortement depuis les années 2000. Et puis, on voit également sur le graphique de droite les dépenses nationales en recherche et développement depuis 2006. Et la courbe en verte, ce sont celles liées à la recherche et développement en environnement. Et on voit qu'elles ont aussi fortement augmenté. Malgré tous ces efforts et puis toutes les politiques environnementales qui ont pu être mises en place, est-ce que l'intensité énergétique de l'économie a-t-elle diminué? Alors, elle a diminué de moins 30% sur 40 ans, mais par contre, elle a diminué de manière constante. Or, ce qu'on a vu, c'est que les investissements, les brevets technologiques, les politiques environnementales, ça explose ces dernières années. Donc, ce qui veut dire que finalement, l'augmentation de tout ça n'a strictement aucun effet sur la tendance finalement classique, de la diminution classique de l'intensité énergétique de l'économie. Et est-ce que cette diminution-là, elle a un impact sur nos émissions de CO2 mondiales? La réponse, c'est non. Nos émissions de gaz à effet de serre augmentent toujours et toujours aussi fortement. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, mais à ce moment-là, pourquoi ça n'a pas d'impact? En réalité, c'est lié à ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que plus on améliore la technologie, plus elle va être utilisée. Et finalement, l'usage de cette technologie va compenser, en tout cas partiellement, totalement ou surcompenser le gain énergétique lié à l'amélioration de cette technologie. Donc, si on reprend notre équation, divisé par 10 l'intensité énergétique de l'économie, ça relève du miracle. Et finalement, si on conserve la tendance de moins 30% sur 40 ans et qu'on la projette sur 2050, ça voudrait dire que le dernier point, qui est le contenu en gaz à effet de serre de l'énergie, il faudrait le diviser par 6. Donc, comment on est capable de faire une énergie qui est 6 fois moins carbonée? Et justement, en parlant de ça, voilà l'évolution des investissements dans les énergies et carburants renouvelables dans le monde. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 2000, c'est en augmentation constante. Et puis, si on regarde les investissements dans l'éolien et le solaire, depuis 2004, c'est pareil, on voit que ça augmente fortement. Et mieux encore, si on regarde la capacité mondiale des énergies renouvelables, c'est-à-dire l'énergie produite par ces énergies renouvelables, on voit qu'elle est en constante augmentation et en augmentation forte, notamment depuis ces dernières années.
est-ce que c'est un impact sur l'énergie? Est-ce qu'elle est moins carbonée? Ben, la réponse, c'est oui, mais en fait, non. Elle a été moins carbonée. Ben, en tout cas, la tendance sur 40 ans, elle est à la baisse de moins 10%. Mais on voit qu'elle a diminué dans un premier temps et que ces dernières années, elle a tendance à se recarboner, c'est-à-dire être de plus en plus carbonée. Et ça, c'est lié à plusieurs phénomènes qu'on va voir juste après. Mais est-ce que nos émissions ont diminué, de CO2 ont diminué? La réponse, c'est toujours non, malgré cette baisse de 10% en 40 ans. Et ça, c'est lié à plusieurs phénomènes. C'est lié au fait que toutes les sources d'énergie que l'on trouve vont superposer. Donc, OK, on a développé les énergies renouvelables, mais en fait, elles ne remplacent pas les énergies fossiles, elles s'ajoutent. L'autre aspect, c'est que l'usage du charbon augmente toujours. Depuis qu'on a découvert le charbon, c'est une source d'énergie qui n'a quasiment jamais diminué. Et puis, en même temps, le pétrole, aujourd'hui, on en reparlera un peu plus tard, c'est que le pétrole nécessite de plus en plus d'efforts pour être produit. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus d'énergie pour pouvoir produire une même quantité d'énergie de pétrole. Donc, une même quantité de pétrole nous fournit de manière nette de moins en moins d'énergie. Donc, si on reprend notre dernier terme, divisé par 6, ça relève également du miracle. On est plutôt sur une tendance de moins 10% en 40 ans. Et du coup, il ne nous reste plus qu'un paramètre, c'est le PIB. On n'en a pas encore trop parlé. Et bien justement, c'est de lui dont on va parler tout de suite. Le premier élément, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre PIB, énergie et CO2? La réponse, c'est oui. Alors, le premier graphique, c'est le PIB mondial fonction de la consommation d'énergie. Et ce qu'on voit, c'est que les deux sont corrélés. C'est-à-dire que si le PIB augmente, on a augmenté la consommation d'énergie. Et en fait, on va le voir juste après, mais c'est en réalité, plus on va avoir d'énergie disponible, et plus on va pouvoir augmenter le PIB. Moins d'énergie disponible, le PIB va diminuer. Et puis la courbe d'à côté, c'est le PIB mondial fonction des émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Et ce qu'on voit, c'est aussi là encore que c'est corrélé. C'est-à-dire que plus on augmente le PIB, plus on va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, pour diminuer le PIB, on revient à diminuer les émissions de CO2. Et du coup, c'est un mirage de pensée qui est aujourd'hui possible de cumuler croissance économique tout en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pareil, on va le revoir juste après. Pour ça, il faut comprendre que l'économie elle est dépendante directement de la quantité d'énergie disponible. Ici, sur ce graphique, vous avez deux courbes. L'une en verte, qui est la consommation d'énergie, l'évolution de la consommation d'énergie mondiale par an, et la courbe en bleu, qui est l'évolution du PIB mondial par an. Et ce qu'on voit, c'est que les deux courbes elles sont très corrélées, et on voit même qu'il y a un temps d'avance sur la courbe verte, qui est la consommation d'énergie. Ce qui signifie que plus vous avez d'énergie, plus vous allez pouvoir augmenter votre PIB, moins vous avez d'énergie, de fait, votre PIB va diminuer. Et ce qui est intéressant d'observer dans cette courbe, c'est un petit pic aux alentours des années 2008. C'est la crise économique, en fait, ici. Et elle correspond à un phénomène très particulier qui a tendu les marchés et qui a fait que ça a engendré la crise économique de 2008. C'est qu'on a passé le pic de production de pétrole conventionnel en 2008. Alors, pour expliquer rapidement le pic de production de pétrole conventionnel, alors déjà, pétrole conventionnel, pétrole non conventionnel, qu'est-ce que c'est? Pétrole conventionnel, c'est le pétrole qui est facile d'accès, c'est celui que quand on creuse, il jaillit, c'est facile, on n'a plus qu'à le récupérer. Et le pétrole non conventionnel, c'est du pétrole plus compliqué à aller chercher, comme le pétrole de schiste, par exemple, qui nécessite beaucoup d'investissement pour pouvoir retirer du pétrole. Et en 2008, donc on a passé le pic de pétrole conventionnel, c'est-à-dire qu'en 2008, on n'a jamais eu autant de pétrole conventionnel produit. Et depuis 2008, ça diminue. Et en fait, le fait qu'il y ait eu une tension sur cette énergie, qui était une de nos énergies principales qui font que nos sociétés fonctionnent, ça a tendu les marchés. Et ces marchés sont tendus et ça a généré une crise économique qui, certes, a été enclenchée par la crise notamment des subprimes, mais qui intrinsèquement et de manière systémique, les marchés étaient déjà tendus et en fait, cette crise pouvait être déclenchée par n'importe quoi. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'est la crise des subprimes qui l'a déclenchée. Et si on regarde plus loin, en fait, l'énergie, c'est aussi une ressource limitante. Sur ce graphique, c'est la tendance jusqu'en 2050 de la quantité d'énergie disponible. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de plateau dans les années 2010-2020. En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite au pic de pétrole conventionnel en 2008,
On a essayé de compenser ça en investissant massivement sur du pétrole non conventionnel, notamment le pétrole de schiste aux États-Unis, qui ont permis à peu près de rester sur un plateau. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, et en plus la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, le Covid, a accéléré ce phénomène, c'est qu'on a passé le pic de production de pétrole non conventionnel, donc pétrole de schiste aux États-Unis, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui le pétrole non conventionnel est également en train de diminuer. Et d'après l'Agence internationale de l'énergie, il y a un rapport qui dit que le pic pétrolier, tout pétrole confondu, est probable d'ici 2025. Et selon certaines études, on l'aurait déjà passé en novembre 2018. Donc ça veut dire que à partir de là, on va avoir une contraction de l'énergie disponible, en tout cas de l'énergie fossile. Les autres types d'énergie ne pourront pas compenser cette baisse qui est conséquente, d'autant plus que les autres types d'énergie dépendent intrinsèquement du pétrole. Si vous n'avez plus de pétrole, vous ne pouvez plus construire d'éoliennes, vous ne pouvez plus construire de panneaux solaires, vous ne pouvez plus construire de réacteurs nucléaires, etc. Donc le pétrole, c'est vraiment la base de tout. Et en plus, c'était l'énergie la plus simple à extraire. Donc, à partir des années 2020-2025, on va rentrer dans une phase de contraction énergétique. Et qui dit contraction énergétique dit contraction du PIB, autrement dit récession. Et il y a déjà un analyste économiste qui s'appelle Meadows qui s'est penché sur la question dans les années 1970. Et il s'est dit, mais j'ai envie de voir comment notre système économique va évoluer. Et il s'est dit, je vais faire des modélisations. Et comment je vais modéliser ça? Je vais dire, on a une population qui se nourrit, qui produit des services et des choses, donc la production industrielle. En se nourrissant et en produisant des choses et des services, on va générer des déchets qu'on va appeler pollution. Et pour pouvoir produire tout ça et se nourrir, on va taper dans un stock qu'on va appeler des ressources naturelles. Et il s'est dit, je vais faire des simulations et je vais voir comment tout ça évolue. Donc, ça, c'est une première partie de la simulation. Donc, jusqu'en 1970, pour valider son modèle, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plusieurs simulations. Et quand il a pensé qu'une simulation était pas mal, il a pris les données réelles qu'il a fait coller. Il a dit, voilà, est-ce que mon modèle est cohérent ou pas? Donc, est-ce qu'il colle aux données réelles ou non? Donc, son modèle, il l'a validé comme ça. Et derrière, il l'a fait jouer jusqu'à 2050-2100. Et puis, en 2010, il y a des chercheurs qui se sont amusés à dire, on va regarder si son modèle est toujours valable. On va prendre les données réelles et on va les actualiser. Et en fait, ce qui s'avère, donc en pointillé, ce sont les données modélisées en 1970. En trait plein, ce sont les données réelles. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que jusqu'en 2010, on est à peu près dedans. C'est relativement, la simulation de 70 est relativement proche de la réalité. Qu'est-ce qu'on voit en 2010? On voit que la population augmente de plus en plus vite. La production de services et de choses augmente de plus en plus vite également, la nourriture aussi. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'à partir des années 2000, on commence sérieusement à accumuler des déchets et que surtout, on commence sérieusement à taper dans des ressources naturelles. Et qu'est-ce qui se passe si on regarde après 2010? En fait, on a un effondrement de nos systèmes économiques. Cet effondrement, là, il est à peu près dans les années 2020-2025. Et il est lié tout simplement au fait qu'il y a moins de ressources naturelles. Donc, moins de ressources naturelles, moins de ressources disponibles fait que baisse de la production, baisse de la quantité de nourriture disponible. Par inertie, baisse de la population à partir des années 2030-2040. Et puis, par inertie un peu plus lointaine, baisse de la pollution. Ce qui est intéressant sur ce travail-là, c'est qu'il y a un groupe de chercheurs à l'INRIA à Grenoble qui travaille sur l'actualisation des données de ce modèle de simulation jusqu'à très récemment. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont publier le rapport, mais ça sera intéressant de suivre leurs travaux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Meadows, lui, son modèle tient relativement bien à la réalité. Et point important, quand je vous disais que la partie économique, c'est quelque chose complémentaire de ce que je vous ai dit jusque-là, c'est que dans ces simulations-là, on n'intègre pas le changement climatique. Le changement climatique n'est absolument pas pris en compte. Or, le changement climatique, de ce qu'on a vu tout à l'heure, a tendance à faire diminuer la quantité de ressources naturelles disponibles. Et c'est le moment de faire la deuxième petite pause question de la soirée. Première question, c'est la croissance verte est-elle possible? La croissance verte, on entend beaucoup parler. Au terme croissance, on entend croissance du PIB. En réalité, nos ressources naturelles étant limitées, les ressources énergétiques étant limitées, et étant donné qu'il n'y a pas de découplage PIB-CO2 à ce jour, la réponse c'est non. Il n'y a pas de croissance verte possible. Deuxième élément, c'est la technologie est-elle une solution? Alors en fait, aujourd'hui, aucune découverte scientifique majeure n'a pu influer sur le climat. Les technologies actuelles sont insuffisantes et puis on a un manque de temps pour développer de nouvelles technologies. On a vu, il faut réagir tout de suite.
Pour donner un ordre d'idée, le budget carbone qui nous reste à émettre pour limiter les températures de 2 degrés, il nous reste 8 ans pour réduire drastiquement les émissions, sinon on l'aura dépassé. 8 ans, ce n'est pas suffisant pour développer des technologies qui vont nous permettre d'influer sur le climat. Et puis, malgré toutes les politiques, recherche et investissement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui ont été faites et qui explosent, aucun impact a été observé sur la trajectoire du réchauffement. Et pire encore, c'est que depuis les premiers rapports du GIEC en 90, donc vous avez vu, le GIEC, il émet à chaque fois plusieurs scénarios, plusieurs trajectoires possibles. Enfin, ce n'est pas des trajectoires, c'est des scénarios. Et à chaque fois, depuis 90, donc les rapports sont actualisés. Les scénarios les pires sont de pire en pire. Les scénarios médians deviennent les scénarios pires des précédents rapports. Et nous, on est toujours sur la trajectoire la plus forte. Donc la réponse, c'est non. On reprend. Donc si on reprend notre objectif de dire on veut respecter les accords de Paris, on veut limiter à 2 degrés, plutôt 3 degrés, les températures en 2100. Ça signifie qu'il faudrait diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an jusqu'en 2030. Et ça, c'était à partir de 2018. Aujourd'hui, on a pris un peu de retard, ce qui signifie qu'on est quasiment avec une baisse nécessaire de 6% par an pour pouvoir atteindre cet objectif. Et si on attend 2025, ça veut dire qu'il faudra diminuer nos émissions de 10% par an. Je vous rappelle que les émissions de gaz à effet de serre étant très imbriquées avec le PIB, ça signifie qu'il faudrait qu'on diminue notre PIB de 5% par an. Or, la crise sanitaire 2020, on estime à peu près à 5,5% la baisse des émissions mondiales pour 2020. Ça signifie qu'en gros, il faudrait une crise Covid en plus chaque année pour tenir l'objectif des 2 degrés. Ça veut dire que cette année, on a eu la crise Covid qui nous a permis de faire moins 5,5% des émissions de gaz à effet de serre. L'année prochaine, on a la même et on en rajoute une. Dans 2 ans, on a les 2 précédentes plus une troisième, etc. Par contre, petit bémol par rapport à ça, ça ne veut pas dire que là où, la trajectoire vers laquelle on se dirige pour pouvoir limiter à 2 degrés le changement climatique, ça signifie être confiné. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est dans les objectifs, mais c'est pareil, on n'a pas changé intrinsèquement notre fonctionnement et notre système économique. Ce qui signifie tout simplement que si on ne change rien et si on continue à ne rien faire, quand la crise sanitaire sera terminée, les émissions vont repartir à la hausse et finalement, il y aura eu aucun ou très peu d'impact, en tout cas, sur la baisse des émissions de cette année. Et pour résumer un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on voit que le climat il part un peu en vrille, la biodiversité s'effondre, les ressources diminuent également. Et en même temps, quand on regarde les statistiques sur les pays de l'OCDE, dont la majeure partie sont des pays développés, les inégalités augmentent, la pauvreté augmente et le bien-être diminue. Et on se dit, mais finalement, quel est le sens de tout ça? Et est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'opérer une transformation profonde et immédiate de nos modes de vie? Et là, c'est le moment de se poser la question, mais finalement, comment? Et si j'ai mis un petit chat, c'est juste pour vous maintenir en attention, parce que je sais que tout le monde aime bien les petits chats, c'est pour vous maintenir en attention, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette conférence. Et puis, c'est surtout qu'on va voir quelques clés pour pouvoir enclencher cette transition. Donc, c'est aussi intéressant. Comment on envisage la reprise suite à la crise sanitaire, crise économique qu'on a aujourd'hui? Il y a 2 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est celui de la continuité, c'est-à-dire on continue comme avant, on essaye de relancer l'économie telle qu'on a connue, on la met sous perfusion, on gère la crise au jour le jour dans une vision court-termiste, c'est malheureusement ce qui en est aujourd'hui, dans l'objectif de tout redémarrer au plus vite. Or, en faisant ça, en fait, on repousse plus loin encore le système dans ses retranchements et la chute sera d'autant plus brusque. Et en plus de ça, avec la quantité d'argent qui a été mis sur la table pour maintenir l'économie sous perfusion, on aurait eu largement assez pour pouvoir enclencher une vraie transition à l'échelle européenne pour maintenir les objectifs climatiques. Donc c'est un peu malheureux. Passons. Deuxième scénario, c'est un scénario de transition sur lequel on va capitaliser sur l'expérience actuelle pour changer et investir dans la résilience, c'est-à-dire la capacité d'adaptation à ces crises de nos sociétés. Et c'est de ce scénario-là dont je vais vous parler maintenant. Et ce scénario-là, c'est ce qu'on appelle la transition énergie-climat. La transition énergie-climat, elle va jouer à 2 niveaux. Elle va jouer sur l'atténuation de notre empreinte écologique
et sur notre adaptation aux risques climatiques qu'on a vu pouvaient être importants. Et cette transition, elle nécessite une restructuration profonde du système économique dans sa globalité. Elle concerne directement ou indirectement tout type de domaine d'activité. Et ça nécessite aussi de s'adapter, que ce soit nos systèmes de transport, nos systèmes industriels, notre agriculture aux risques climatiques. Et cette transition, elle va être selon plusieurs axes. Tout d'abord, un travail sur la résilience économique. La résilience économique, en fait, il s'agit d'anticiper et préparer la contraction énergétique, donc du PIB. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première slide que je vous ai montré avec les différentes vagues, la récession économique, c'est la deuxième vague qui va arriver derrière le Covid, qui est une vague plus importante encore. Et en fait, ça peut s'anticiper tout ça. Ça peut s'anticiper en repensant les flux économiques et les circuits de fabrication et de distribution, avec des circuits plus courts, en pensant économie circulaire, et puis en réduisant notre dépendance au transport, donc au pétrole. Pour les entreprises, ça nécessite de changer le modèle économique et les indicateurs de succès. On va plus se focaliser sur la performance économique, mais on va se focaliser plutôt sur le bien-être des employés, sur l'équité, sur l'impact environnemental, sur l'empreinte sur la biodiversité, sur la satisfaction client, etc. Et puis, ça nécessite aussi de laisser s'effondrer des secteurs d'activité qui dépendent trop fortement des énergies fossiles, voire enclencher l'effondrement de ces secteurs d'activité, avec, en anticipation bien sûr, une stratégie de reconversion. On va dire, je prends l'exemple de l'aviation et du train, tout simplement. On sait que l'aviation, c'est dépendant du pétrole. L'avion à l'hydrogène, il faut oublier ça. On pourra y revenir après si vous avez des questions là-dessus. Mais c'est de dire, on sait que à terme, c'est un domaine industriel qui n'a plus sa place dans un monde qui a fait sa transition. Donc, on peut déjà anticiper en disant on va mettre de l'argent sur la table pour que les gens qui travaillent dans le domaine de l'aviation se changent et aillent vers le domaine du ferroviaire, qui, pour le coup, est un transport bas carbone. Et ça nécessite également de mettre un accent fort sur l'aspect social, pour ne laisser personne sur le bord de la route. Et justement, c'est aussi une transition sociale. Alors, à plusieurs niveaux, c'est qu'à niveau de richesse équivalent, au niveau de salaire équivalent, l'objectif est de répartir un maximum les pertes. Il faut que les pertes soient le plus homogènes possible. C'est-à-dire, si vous avez une baisse de 2% du PIB, il vaut mieux qu'à niveau de salaire équivalent, la baisse soit de 2% pour tout le monde, plutôt qu'il y en ait certains qui ne voient pas de baisse, voire une augmentation, quand d'autres prennent une baisse de moins 80, moins 5% dans la figure. Et puis, ça nécessite aussi d'avoir des modes de travail qui nécessitent moins de transport. On a vu, moins de transport, moins de dépendance au pétrole. On peut se poser aussi la question de répartition du temps de travail. C'est-à-dire que dans un monde où on a une contraction énergétique et donc du PIB, contraction du PIB, moins de production, moins de travail. Comment on gère ce point-là? Est-ce que on le gère comme on le fait actuellement? C'est-à-dire, il y en a qui se retrouvent au chômage, sans emploi, et d'autres qui vont continuer à travailler de la même manière et qui vont voir leur salaire augmenter. L'autre possibilité, c'est de dire on va réduire le temps de travail à 80, 70, 60% pour tout le monde, le partager. Et ça va rejoindre un autre point également qu'on traitera juste après, qui est que pour une transition digne de ce nom, en 2050, ça signifie que 20 à 30% de la population française devra retourner au champ. Et donc, on pourrait imaginer, mais pourquoi pas, à ce moment-là, dire on travaille 60, 70, 80% et le temps de travail restant, le passer dans les champs, en tout cas, retourner à des tâches plus proches des besoins essentiels. Ça veut dire que globalement, nos revenus vont baisser, mais nos dépenses également vont baisser. Si on travaille dans les champs, ça signifie qu'on dépense moins dans la nourriture. Ça veut dire qu'on se nourrit aussi de manière plus saine, donc on dépense potentiellement moins dans la santé, etc. C'est aussi la résilience des territoires, travailler sur les territoires qui doivent moins consommer, lutter contre le réchauffement climatique, donc décarboner le territoire, analyser, s'adapter aux risques climatiques locaux. Et puis, il y a la gestion de l'eau qui devient importante. Comme on l'a vu en France, potentiellement, on aurait jusqu'à 40% de pénurie d'eau, de manque d'eau en tout cas, dans 20 ans. Et les villes, pareil, elles devront s'adapter. Elles devront adapter également leur stratégie d'urbanisation. Elles devront mettre en œuvre des stratégies de verdissement fortes. D'autant plus que stratégie de verdissement, il y a plusieurs aspects derrière. Les villes aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire que quand il va faire chaud, dans les villes, il va faire d'autant plus chaud, même quand il fait froid d'ailleurs. On a une différence de température de 10 à 12 degrés au sein des villes par rapport aux campagnes environnantes. L'enjeu, c'est que si on tarde trop à verdir les villes, demain, il fera tellement chaud dans les villes
que de toute façon, on ne sera plus capable de les verdir, les végétaux ne pourront plus absorber les températures, ce ne sera plus vivable. Et la stratégie de verdissement a plusieurs avantages. Vous limitez l'effet d'îlot de chaleur urbain, vous augmentez, potentiellement, vous créez des aires pour la biodiversité, pour qu'elle puisse se développer. C'est aussi des espaces qui sont plus sympas pour les habitants de la ville. C'est également, ça permet à l'eau de ne pas tout de suite s'infiltrer dans les sols ou de ruisseler, mais ça permet de rester à un certain moment où vous gérez mieux l'eau, vous limitez la sécheresse. Donc, il y a plein d'aspects positifs au verdissement. Et puis, une transition mise en œuvre pour les villes et les territoires implique forcément une stratégie d'information et d'implication de la population locale. Sans implication de la population locale, sans la fédérer autour de la transition, vous n'arriverez pas à mettre en place une transition digne de ce nom. Donc, ça nécessite d'avoir une approche systémique et interdisciplinaire de la question. On parle également de résilience alimentaire. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Il y a 2 livres que je vous conseille qui sont vers la résilience alimentaire et résilience alimentaire et sécurité nationale qui sont très très bien faits sur le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous expliquer l'enjeu de la résilience alimentaire, c'est qu'il y a 150 ans, la résilience alimentaire était aux mains des collectivités, des villes, des villages, de l'État, qui avaient des stocks pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour la population, au cas où il y avait des problèmes soit des mauvaises récoltes, soit des problèmes d'approvisionnement, etc. Et même les habitants faisaient de toute façon des réserves pour l'hiver. Ne pas faire de réserve, c'était considéré comme inconscient à l'époque. C'était il y a 150 ans. Aujourd'hui, la résilience alimentaire, elle est passée aux mains des grandes distributions, en France notamment, où elles ont 2 jours de stock de réserves alimentaires pour le pays. C'est-à-dire que demain, vous avez une pandémie qui est bien plus importante que celle du Covid, qui se transmet de la même manière, mais qui a un taux de mortalité qui est plus important. Potentiellement, on met le système de transport à l'arrêt. Mettre le système de transport à l'arrêt signifie que on n'approvisionne plus la nourriture. Ça veut dire qu'on a un stock de 2 jours dans un pays comme la France. On a de quoi se nourrir pendant 2 jours. Donc, c'est un vrai problème. C'est un enjeu drastique en termes de sécurité nationale. Cependant, les solutions, elles sont là. Et c'est plus qu'une question politique, finalement, de mettre en œuvre. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et c'est quelque chose qu'on peut travailler également individuellement. Et en même temps avoir un impact positif sur la biodiversité. On fait d'une pierre 2 coups. Ça peut être par exemple, si vous avez des jardins ou des espaces verts autour dans votre maison, c'est de passer à des modes où il y a des gazons qui sont tondus à ras, à des modes où il y a plein de cultures différentes, de la biodiversité, on va mettre plein de plantes différentes, des arbres, etc. On va recréer des espaces de vie pour les êtres vivants. Il faut savoir que pour les gazons tondus à ras, on perd 90% de la biodiversité, que ce soit dans les sols ou les insectes ou les animaux qui vont aller se nourrir de ce que pourraient potentiellement leur fournir des espaces comme ça. C'est pareil, si vous avez des balcons, si vous avez des terrasses, c'est remettre des plantes, pareil, diverses, pour recréer des petits îlots de biodiversité dans les villes. Et puis pour les entreprises, c'est passer aussi à des espaces verts tondus qui ne sont pas utilisés, qui nécessitent, on va payer des sociétés pour pouvoir les entretenir, qui vont émettre du CO2 parce qu'on utilise des tondeuses qui utilisent forcément du pétrole. Donc, c'est passer de ce mode-là à, par exemple, pourquoi pas, permaculturiser les espaces qui appartiennent à l'entreprise. Il y a plein de bénéfices à cela. C'est par exemple, les employés sur leur temps libre, ou entre midi et 2 ou le soir, etc., peuvent aller aider à entretenir et à planter les espaces en permaculture. Ça veut dire aussi que c'est un côté bien-être, puis ça permet aussi de dire ce que je récolte du travail que je fais, je le ramène à la maison, c'est des dépenses en moins, c'est de la nourriture plus saine. Pour l'entreprise, c'est des espaces verts qu'elle n'a plus à gérer, donc elle ne paye pas l'entretien de ces espaces-là. C'est également un bénéfice pour la biodiversité. L'entreprise augmente son impact positif sur la biodiversité, elle diminue son empreinte carbone. Bref, il y a plein de bénéfices à cela. Et puis, c'est aussi pour les villes de revégétaliser les villes, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, c'est passer d'un mode d'agriculture et d'élevage intensif à des micro-fermes locales en permaculture sans pesticides. Et là, ça permet de recréer de la résilience alimentaire à l'échelle locale. Pareil, si vous avez des jardins, si vous avez des espaces que vous pouvez cultiver, je vous invite vraiment à le faire. Déjà, il y a une certaine satisfaction à voir ça pousser, à pouvoir cueillir ce qu'on a cultivé, et puis en même temps, vous mangez plus sainement.
Et le dernier point, qui est finalement le plus important de cette transition, c'est la résilience à l'échelle individuelle. En effet, de cette transition, on ne peut pas attendre. On dit souvent, voilà, c'est aux politiques qui n'agissent pas, les entreprises elles ne font pas grand-chose, etc. Mais en fait, on ne peut pas attendre des politiques et des entreprises d'agir ou de changer si nous-mêmes, on ne change pas. Et on va voir pourquoi et comment. Et c'est la troisième petite pause question de la soirée. Première question, c'est le bilan carbone des Français diminue-t-il? Alors, je vous ai cité le site du gouvernement qui dit que la France satisfait largement l'objectif de stabilisation de ses émissions entre 1990 et 2012, puisqu'elle les a diminuées de 14,9%. Ça, c'est faux. Et je vous invite à lire le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, qui dit l'exact contraire, c'est-à-dire que nos émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 20% sur les 40 dernières années. Alors, pourquoi? C'est parce que ce que dit le gouvernement, ou en tout cas ce qu'on communique souvent par rapport à ça, c'est qu'on prend uniquement les émissions sur le territoire national. Et prendre uniquement les émissions sur le territoire national, c'est biaisé, parce que ça veut dire que mon ordinateur, ma télé, mon écran, mes habits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, tout ça, on ne le prend pas en compte dans notre empreinte carbone. Or, notre empreinte carbone, la majeure partie, c'est ce qu'on consomme, c'est ce qu'on achète, c'est nos outils numériques, c'est nos vêtements, c'est tout ça. Et ça veut dire que ça, on ne compte pas dans notre empreinte carbone, donc c'est biaisé. Il y a ce qu'on appelle les émissions importées. Donc, les émissions importées, c'est justement tout ça, c'est tout ce qu'on fait venir des autres pays et qu'on consomme dans le pays concerné. Et en fait, la bonne manière de calculer l'empreinte carbone d'un pays, c'est de tenir compte des émissions nationales sur un territoire donné et de tenir compte des émissions importées. Et on le fait pour tous les pays, ce qui fait qu'il n'y a pas de redondance on ne va pas calculer 2 fois un dispositif qui a été produit en Chine et qui a été consommé en France. C'est ce qu'on appelle les émissions importées. Et si on prend les émissions du coup de manière concrète et réelle, les émissions en France augmentent encore. Ont augmenté en tout cas. De temps en temps, ça peut se stabiliser, mais on est toujours sur des niveaux qui sont trop importants. Deuxième élément, c'est les actions individuelles sont-elles insignifiantes au regard du problème? C'est vrai que quand on voit toutes les données que je vous ai partagées, on peut se dire mais c'est immense, le problème il nous dépasse, c'est aux entreprises de faire un effort, c'est à l'État de faire un effort. En réalité, nous, en tant qu'individus, on a un impact qu'on sous-estime largement. Et je vous invite à lire une étude qui a été faite par le cabinet Carbone 4 qui s'intitule « Faire sa part ». Et en fait, cette étude-là, elle dit que nous, en tant qu'individus, on pourrait avoir jusqu'à 25% de notre part sur les impacts de diminution, enfin pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ces 25%, c'est tout ce que l'on consomme, c'est acheter d'occasion conditionnées, consommer local, faire des trajets courts, en privilégier pour les trajets courts le vélo ou à pied, c'est du covoiturage, c'est moins d'avions, c'est régime flexitarien, c'est la rénovation thermique, changement de chaudière, etc. Donc c'est notre sort. Et ce qui est important de prendre en compte, c'est souvent on peut se dire ouais mais les entreprises, les industries, c'est énorme les émissions qu'elles ont. Oui, mais ce qu'on ne conçoit pas, c'est que changer notre consommation va avoir un impact considérable sur l'industrie et sur les entreprises. Je prends l'exemple de l'avion. Si on dit demain tout le monde arrête de prendre l'avion, le domaine de l'aviation il n'a plus lieu d'exister. Donc on ne se pose même plus la question de dire mais il faut qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre liées à l'aviation. Parce que de toute façon l'aviation n'existe plus. Alors c'est un peu extrême, mais c'est ça l'idée, c'est de dire que si on change notre manière de consommer, qu'aujourd'hui on va uniquement consommer du local, par exemple pour ce qui est de la nourriture, etc., mais finalement la grande distribution, aller chercher des aliments qui sont faits à l'autre bout de la planète, qui engendrent de la déforestation, etc., mais ça n'a plus lieu d'être, ça n'existe plus, puisque de toute façon, il n'y a plus le besoin. Donc c'est là où nous, en tant que consommateurs, on sous-estime largement notre impact et surtout notre possibilité d'agir. Là, on va reprendre. Et justement, quand on parle de la résilience à l'échelle individuelle, je vais vous donner quelques clés pour savoir sur quoi on peut agir en priorité. Donc ça, c'est l'empreinte carbone des Français, qui là, on est à 12 tonnes par an, on est plutôt à 11,5, on est dans ces ordres de grandeur-là. Et c'est réparti en 5 grandes catégories. Les transports, le logement, c'est les biens de consommation, c'est ce qu'on consomme, l'alimentation et les services. Alors, je ne parlerai pas des services parce que les services, pour le coup, ça sort un peu de notre champ d'action. C'est-à-dire que c'est tout ce que l'État met à disposition pour nous, les services publics, la santé, etc. Et ça a aussi un impact environnemental. Mais individuellement, on n'a pas directement la main dessus pour pouvoir réagir. Mais sur les 4 autres aspects, on l'a.
Et comment on peut agir? En supprimant notre usage de l'avion, en diminuant drastiquement notre usage de la voiture, en diminuant notre consommation d'énergie liée au logement. Alors ça peut se faire de différentes manières. Ça peut se faire en rénovant déjà les passoires énergétiques, en s'assurant que notre logement est bien isolé, mais ça se fait aussi par des bonnes pratiques qui sont, par exemple, de chauffer les pièces dans lesquelles on est fréquemment à 19 degrés et les autres à 16. C'est limiter notre consommation de biens et de services, d'habits, etc. Limiter notre consommation et l'achat de nos outils numériques, usage Internet, technologie, etc. Finalement, et une des bonnes pratiques, c'est si jamais vous avez besoin de racheter un dispositif numérique, etc., c'est d'aller sur le reconditionné ou d'aller sur le seconde main, l'occasion. Et idem pour les autres biens ou les vêtements, etc. Et puis, sur l'alimentation, c'est réduire notre consommation de viande et de poisson. Aujourd'hui, un Français consomme 7 à 800 grammes de viande et de poisson par semaine. Les recommandations se situent aux alentours de 100 à 200 grammes. Alors, ça ne veut pas dire tout arrêter, mais ça veut dire au moins diminuer progressivement notre consommation. Et puis, sur la partie autre, c'est finalement, on retrouve les fruits et légumes là-dedans. Ce n'est pas forcément quelque chose où on va voir forcément l'impact le plus important, mais le fait de pouvoir cultiver ou d'aller chercher localement les fruits et légumes, ça permet de réduire également cette empreinte-là. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les efforts à fournir pour limiter la hausse des températures à 2 degrés, il y a un site qui s'appelle Si j'étais président. Il y a le lien ici sur la slide qui reprend en fait, des travaux qui sont sortis de 3 rapports différents. Un rapport qui est une étude sur la trajectoire climat de belle évolution. Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été remises au gouvernement en juin 2020. Et puis le rapport du Haut Conseil pour le climat qui est sorti en juillet 2020. Et en fait, ce site-là, il ne fait que reprendre les propositions qu'il y a dans ces rapports. Il dit, ben voilà, si on voulait limiter à 2 degrés, voilà ce qu'il faudrait faire au niveau de l'État. Et ça vous donnera une bonne idée de l'effort à faire, que ce soit commun au niveau des industries ou de l'État, des sociétés. Et finalement, cette transition, c'est aussi une prise de conscience individuelle et intellectuelle de la nature et de la dimension des enjeux. Il y a tout un chemin intellectuel à faire, ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain, on va tout comprendre, c'est un sujet qui est complexe. Parfois, on va avoir des éclairs de conscience, mais oui, je viens de comprendre, en fait, ça implique ça. Donc, c'est une démarche qui est longue, mais qui est nécessaire. Et une fois qu'on a fait cette prise de conscience, ça nécessite aussi de changer nos valeurs fondamentales. Et ces valeurs fondamentales, ça peut être se reconnecter à la nature, c'est de passer de l'argent à la sobriété, du consumérisme à la réflexion, du succès individuel au succès collectif, de la compétition aux coopération, puis de passer d'un mode où on est omnibulé par le PIB vers un mode où on va plutôt se focaliser sur le bonheur et le bien-être. Le message que j'aimerais vous faire passer, c'est que vous êtes acteur, tout le monde est acteur. Et vous êtes d'autant plus acteur que vous avez vu la conférence. Maintenant, je suis désolé, vous n'avez plus le choix. Il va falloir vous mettre en mouvement. Et ça peut passer par des étapes très simples. Ça peut être de partager les informations que vous avez vues autour de vous, les informations auxquelles vous avez eu accès. Et puis de garder en tête surtout que chacun à son échelle, on a la possibilité de changer les choses. On a de l'énergie. On a vu tout à l'heure, l'énergie, c'est une quantité de mouvement. Et finalement, cette énergie-là, on a le choix de savoir comment on peut la dépenser. Et on peut la dépenser pour se mettre en mouvement dans le cadre de cette transition. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que c'est vraiment important. Il faut pas, les informations que je vous ai présentées là aujourd'hui, elles peuvent paraître sombres. C'est pas un sujet qui est drôle sur le fond. Et effectivement, le constat, il est assez noir. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qu'on peut encore faire pour agir, il faut le faire. Chaque demi-degré de réchauffement, c'est ça de gagner, si on a la possibilité de l'éviter. Et pour résumer, on va devoir vivre plus sobrement. Et puis, comme dit Edgar Morin, on va devoir vivre aussi avec l'incertitude. La question, et je vous donnerai 3 heures, c'est est-ce que c'est compatible avec le bonheur? Et on va finir là-dessus pour ce soir. Donc, merci à vous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris, j'espère que vous n'avez pas trop le moral dans les chaussettes, si j'ose dire. Donc, pour les questions, ce que je vous propose, donc il y a un chat dans Zoom, vous pouvez poser vos questions par écrit et Carole va me les relayer à l'oral pour que je puisse y répondre en direct. N'hésitez pas si vous avez des questions pour noter. En attendant, juste pour vous donner les prochaines dates, donc il y aura la prochaine date de la conférence sur le climat, ça sera le 10 décembre prochain à 19h, donc pareil, sous format web conférence, Covid oblige.
Il y aura d'autres dates qui vont venir. Et puis aussi, ce que je vous propose, c'est donc depuis peu, je suis animateur pour la fresque du climat. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. C'est un atelier pour sensibiliser aux enjeux climatiques. Je pensais proposer une session. Alors, c'est des sessions de 6 personnes maximum. Donc, s'il y a vraiment du succès, j'en ferai peut-être plusieurs. Mais si vous souhaitez participer à une fresque du climat, ce que je propose, c'est de vous signaler dans les commentaires pour que je puisse vous recontacter derrière si j'en organise une et pour vous envoyer l'invitation. Donc, comme je dis, 6 participants, si vous êtes plus nombreux, à ce moment-là, je ferai pourquoi pas plusieurs sessions. Vous pouvez me suivre également sur mon site personnel, françoischel.fr, sur lequel vous allez avoir les dates de mes conférences, sur mon LinkedIn, et puis sur mon Twitter. N'hésitez pas à me suivre. Sur Twitter, je partage beaucoup d'informations, de rapports, d'actualités sur le sujet. Et puis, quelques petites recommandations également. 2 conférences de Jean-Marc Jancovici sur l'énergie et le climat et d'Arthur Keller sur le futur possible. Et puis, quelques livres. Le climat en 100 questions, très simple à lire, qui est très intéressant et qui permet de comprendre le fonctionnement du climat. Dormez tranquille jusqu'en 2100, pareil sur le climat. Les limites à la croissance, qui est le livre qui explique en détail le rapport de Meadows qu'on a vu tout à l'heure. Or noir, qui est sur le pétrole. Le bug humain, sur le fonctionnement intrinsèque de notre cerveau, et puis La Terre inhabitable, c'est un journaliste qui a repris un peu tous les éléments scientifiques qu'on avait aujourd'hui et qui imaginait voilà, une Terre à 4 degrés, qu'est-ce que c'est? Voilà, je retourne sur cette slide-là, ou sur celle-ci, peu importe. Et Carole, je te laisse la main s'il y a des questions. Je vais pouvoir te partager. J'attendais d'être sûre que tu es fini. Alors, première question. Une des pistes pour dégager du financement utile à la transition, piste par ailleurs éthique, c'est de taxer les transactions financières. Tout à fait. Alors attends, Monsieur Larouturou est en grève de la faim. Es-tu d'accord avec son action? Y a-t-il d'autres actions fortes semblables? Alors, je rebondis totalement là-dessus. Je suis totalement en phase avec l'action de Pierre Larouturou. Alors, pour expliquer rapidement le contexte, il y a un budget au niveau de l'Union européenne qui se vote tous les 7 ans. Ce budget, il définit dans les grandes lignes comment l'Union européenne va mettre son budget pour le climat, pour l'emploi, pour la santé, pour autre chose. Et les estimations qui ont été faites disent que globalement, pour pouvoir enclencher une transition digne de ce nom à l'échelle européenne, on aurait besoin de 50 milliards d'euros par an. Et ce que Pierre Larouturou dit, c'est mais ces 50 milliards d'euros, il n'y a pas besoin d'aller les chercher loin. Parce que, et puis, on ne va pas aller demander à chacun via des taxes ou aux entreprises, etc., de payer ces 50 milliards d'euros. Ça n'aurait pas de sens. Et ce qu'il dit, c'est très intéressant. C'est aujourd'hui, nous, quand on achète un produit dans un magasin alimentaire, par exemple, même les plus pauvres d'entre nous, ben, ils payent la TVA. Cette TVA, elle peut être de 5 à 10%. Pareil, quand on achète un billet d'avion, un billet de train, etc., il y a une TVA. Et donc, peut-être pas sur l'avion. Mais cette TVA, c'est quelque chose de normal qui est rentré dans les mœurs. Et cette TVA, comme on l'a vu, 5 à 10%, c'est quand même assez énorme. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y aurait un moyen de financer cette transition et c'est de taxer la spéculation. La spéculation, c'est quoi? C'est les marchés financiers de l'Union européenne. Et ces marchés financiers, donc c'est plein de transactions qui se font à toute vitesse pour spéculer sur tel ou tel marché, etc. Et aujourd'hui, ces spéculations, elles ne sont pas taxées du tout, il n'y a rien qui n'existe. Et son idée, ce serait de mettre en place une TVA, de la même manière que nous, on paye une taxe à valeur ajoutée sur un produit qu'on achète, c'est de mettre une TVA sur chaque transaction financière. Et la TVA qu'il propose, elle est de 0,1%. C'est ridicule par rapport à ce que nous, on paye, par exemple. Et ne serait-ce que de mettre cette TVA de 0,1% sur les marchés financiers, de les taxer à 0,1%, permettrait de financer à hauteur de 50 milliards d'euros les ambitions au niveau du climat, de la santé et de l'emploi pour l'Union européenne. Donc, l'idée, je la trouve excellente et je soutiens totalement son action pour répondre à la question. Merci pour ta réponse. Je continue du coup. Oui. Quelqu'un qui te remercie, qui dit que c'était génial et qui demande merci. De partager cette conférence. Je pense qu'il est important de faire passer le message par ce genre de webinaire très facile à comprendre. Merci, très gentil. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous signaler aussi dans le chat si vous voulez être tenu au courant des prochaines conférences. J'ai mis en place une petite newsletter pour que vous soyez informés automatiquement. Je voulais compléter en disant que du coup, les bourgeons le relaient aussi. Oui. Et au final,
là, je ne sais pas la combienième conférence c'est que tu animes depuis le début de l'année, mais de partager ça par groupe de 10 personnes, si chaque personne parle de cette conférence à une autre personne, ça fait un super effet boule de neige qui n'est pas un effet boule de neige, mais ça permet aussi de communiquer là-dessus et d'encourager le mouvement. C'était ma petite parenthèse, du coup, ça me faisait penser à ça. Et la neige, on en manque. Oui, donc j'aurais dû utiliser un autre Non, mais exemple. c'est très bien. Non, mais Puis d'ailleurs, je vous invite aussi à suivre les Bourgeons. Donc, c'est le réseau que Carole gère. C'est un réseau d'acteurs engagés. Et il y a plein de choses intéressantes. Alors, au-delà des conférences, il y a aussi plein d'ateliers pour dans la vie de tous les jours, comment on peut agir à son échelle pour la transition. Et je vous invite vraiment à le suivre. C'est très, très intéressant. C'est gentil. Je continue avec les messages. Donc, quelqu'un qui dit « Merci beaucoup, j'ai beaucoup appris. Pour faire passer le message, j'ai vu que la conférence était enregistrée. Où peut-on la retrouver ?» Alors oui, il est enregistré, mais je ne les mets pas en ligne, malheureusement. Pour une simple et bonne raison, c'est que en mode web conférence comme ça, je ne trouve pas ça très interactif. Et j'attends la prochaine session en présentiel pour la filmer et la mettre sur Internet et pouvoir la partager. Donc, c'est prévu, ça arrivera bientôt quand les conditions sanitaires le permettront. Mais c'est vrai que de voir quelqu'un qui parle derrière un écran avec des slides qui défilent, c'est moins sympa qu'en réel. C'est la seule raison, unique raison pour laquelle je ne l'ai pas fait encore. Pas des questions pour l'instant, mais on va laisser peut-être quelques minutes si jamais de nouvelles arrivent. Et puis pareil, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi après coup, n'hésitez pas à me contacter ou contacter Carole, hein, on sera ravis de vous répondre. Complètement, je confirme. Peu de questions pour l'instant, peut-être que c'est la fin. Ok. Eh ben, Pardon, je vais peut-être renoter dans le chat ton adresse mail justement si les personnes veulent te contacter. Je ne sais plus quelle adresse tu avais mis en introduction. Attends, je te la remets sous les yeux. Regarde. Hop. Oui, ça m'évitera. Ah oui, c'est ça. J'ai eu un doute, mais c'est bon. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Parfait. Ah oui. Alors oui, juste une petite précision avant que tu parles, Carole. C'est si jamais certains d'entre vous m'ont envoyé des questions sur le canal privé, le problème c'est que je ne les vois pas. Donc envoyez bien les biens soit à Carole en privé, soit sur le fil commun. C'est vrai que ça arrive aussi. Alors, 2 messages. Merci beaucoup. C'est ma première webconférence et je trouve que, bien que ce ne soit pas interactif, je me vois bien partager l'enregistrement vidéo avec d'autres personnes. D'accord, ok, très bien. Ben, j'y réfléchirai. Voilà, c'est ça. La prochaine, tu la penseras peut-être de manière à diffuser derrière. Je reviens sur le premier message. Effectivement, il y avait une question à la fin. C'était la question sur Pierre Larouturou. C'est y a-t-il d'autres actions fortes semblables? Alors, oui, alors, il y en a plusieurs. En fait, il y a plusieurs jalons clés. Entre autres, au niveau de l'Union européenne, alors malheureusement, il y en a un qui est passé et qui n'a pas été très suivi. C'était tous les 7 ans aussi, on revote la politique agricole commune, la PAC. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est comment les investissements et les aides de l'Union européenne vont être répartis pour développer l'agriculture au niveau de l'Union européenne. Et en fait, cette PAC, aujourd'hui, elle a des gros problèmes, c'est-à-dire qu'elle ne privilégie que les grosses exploitations. Plus on a une grosse exploitation, plus on a d'aides. Et c'est ça va un peu à l'encontre de ce qu'il faudrait faire, et d'autant plus que les petits exploitants aujourd'hui ne s'en sortent pas. Et je donne un exemple concret. Hein. J'ai contacté plusieurs fermes, des micro-fermes locales en Savoie et en Isère, et à chaque fois, le retour que j'ai, c'est qu'on ne s'en sort pas financièrement. On se dit, mais pourtant, c'est un peu marcher sur la tête, puisque l'alimentation, c'est ce qui nous fait vivre. C'est vraiment le fondement. S'il n'y a pas d'alimentation, de toute façon, quelle que soit la partie de notre système, on ne fonctionne pas. Donc, cette politique agricole commune, il y avait des gros enjeux parce que là, elle se votait il y a 2 ou 3 semaines, il y avait des gros enjeux pour la redéfinir pour les 7 ans à venir. Et ces gros enjeux, c'était effectivement d'orienter plus sur des micro-fermes, d'aller sur de l'agroécologie, de supprimer ou donc de diminuer fortement l'usage des pesticides, puis il y avait encore plein d'autres aspects. Et malheureusement, ça n'a pas été. Il y a eu des avancées, mais ça n'a pas été aussi efficace que possible. Après, concrètement, comme je disais, il y a une grosse part qui est faite aussi individuellement. Donc, je vous invite vraiment à partager, en discuter autour de vous. C'est le meilleur moyen aussi de sensibiliser les gens, que chacun commence à changer son mode de consommation.
Il y a aussi les élections, hein, ça passe par les élections, que ce soit municipales, que ça passe par les élections nationales, que ça passe par les régionales, etc. Enfin, peu importe, même les européennes. Hein. Donc, on a aussi notre mot à dire là-dessus, même si l'inertie est plus importante. Et puis après, c'est si vous avez la possibilité d'intégrer des associations, si vous avez la possibilité c'est de voir comment chacun à son échelle, on a la possibilité d'agir, mais c'est aussi, ça peut être aussi tout simplement, on parlait de réduction de temps de travail. Réduction de temps de travail, ça permet aussi de ralentir tout ce fonctionnement, tout ce moteur économique qui est en place et qui détruit finalement notre planète. Mais ça peut être aussi une des actions, c'est-à-dire simplement maintenant je refuse de prendre un temps plein, peut-être de mettre à temps partiel, etc. Enfin, après, chacun peut agir comme il l'entend, puis c'est aussi en fonction du niveau de maturité qu'on a par rapport au sujet. Voilà, après, bon, il y a un point que, enfin bref, voilà, c'est pour donner un ordre d'idée, mais c'est pour dire que chacun à son échelle, on a la possibilité d'agir et je vous invite vraiment à le faire. Quelqu'un qui complète ce que tu viens de dire, oui, se souvenir qu'à chaque fois qu'on utilise SCB, c'est un bulletin de vote pour un système ou un autre. Complètement. Oui, il y a des banques éco-responsables qui sont en train de se créer. Alors, comme ça, je n'ai pas trop de noms à vous donner. Je me suis pas, enfin, pour être totalement transparent, je ne me suis pas encore trop focalisé sur le sujet, mais ça va venir. Mais en tout cas, il y a des alternatives qui se créent aujourd'hui qui sont plus responsables, où les banques font attention à leurs investissements et faire en sorte que ça n'aille pas dans les énergies fossiles ou dans le… Voilà, il y a vraiment une éthique derrière. Donc, bon, je n'ai pas de nom à vous donner, mais je vous invite à creuser le sujet aussi si ça vous intéresse. Je crois qu'il y a la NEF notamment qui est une banque coopérative de mémoire. Je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, Et puis, une forme de résilience, c'est le développement des monnaies locales aussi. C'est aussi une forme de résilience. Effectivement, du coup, cette question me fait penser au livre de Julien Vidal qui a sorti Redonner du pouvoir à son argent et que du coup, on avait interviewé et qui disait qu'en fait, à chaque fois on avait un pouvoir énorme dont on ne prenait plus conscience et qui se trouve juste dans notre portefeuille. Et c'est en choisissant où on choisit de dépenser notre argent aussi qu'on peut essayer de faire bouger le système. Donc, oui, tout à fait. C'est important de le garder à l'esprit en tout cas. Alors, d'ailleurs, un rapport de Oxfam est très intéressant pour la réflexion de son placement financier. Ah bah. Ouais. Bah, à la limite, si vous avez le lien, je veux bien que vous le partagiez sur la conversation. Oui, tout à fait. Alors je dis vous, si ça se trouve, c'est des gens que je connais, mais je suis désolé, je ne vois pas qui écrit quel commentaire. Je ne t'ai pas donné les prénoms, c'était Jules Parent qui en parlait. Il a même le rapport en PDF. Parfait. Et bah, du coup, je pense que vous pouvez lui transmettre par mail. Impeccable. Bah, très bien. Plus d'autres questions pour l'instant. Si pas d'autres questions, du coup, je vous propose qu'on en reste là pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Carole, pour ton aide. Merci puis pour ton support. Merci à tous aussi d'avoir été présents. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente soirée et j'espère à très vite. Merci à toi.